Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça y est, il est 11h01 précisément. Bienvenue. Donc, c'est Confine Live, l'émission numéro 32. Alors, aujourd'hui, c'est encore un thème de malade qu'on va aborder. Si je vous parle de jouissance auditive, décibélite aiguë, passage par le mur du son, avoir les oreilles qui brûlent, les yeux d'ailleurs aussi, hein, avec l'essence, la poussière de frein, l'odorat qui embaume les voies nasales. En fait, bon, bref, si vous êtes né dans les années 90, vous avez tous forcément déclaré à un moment ou à un autre dans votre vie un symptôme que je viens d'évoquer. Alors, tout d'abord, je voudrais avoir une pensée pour Philippe Bugalski, Jean-Marc Andrier, Marc Champeau, qui ont tous brillé dans cette période de Kit Car qu'on va évoquer là. Sachez-le, les gars, on pense toujours encore à vous et on parle encore de vous. Voilà, une dernière petite dédicace à Gilles Panizzi. Alors, il a été opéré hier. Ceux qui ont leur numéro, passez-lui un petit message. Je suis sûr que ça lui fera plaisir. Voilà, je voulais en fait très rapidement aborder tous ces gens-là qui nous manquent. Voilà. Et évidemment, l'émission de Delcourt Panizzi, on essaiera de vous la proposer. Hein. Gilles nous a promis d'y participer une fois qu'il sera remis sur pied. Donc, on vous prépare un Delcourt Panizzi. Ça devrait valoir un petit peu son pesant. Très bien. Alors, j'ai le plaisir de retrouver à mes côtés Mathieu. Salut Mathieu. Salut Eric, bonjour à tous. Ouais, en effet, hein, on est tous impatients. Depuis qu'on a lancé Confine Live il y a bientôt 6 semaines et demie, on ne fait que de parler de cette émission, du Kit Car. C'est clairement ce qui nous a donné à beaucoup, je pense, au moins les gens de ma génération, la passion du sport auto. Donc c'est avec un grand plaisir qu'on va accueillir nos trois invités du jour. Donc il y aura Patrick. Salut Patrick. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Voilà, il y aura Benoît, comme vous l'avez vu, il a un peu changé Benoît, mais il est là, il nous entend, il va arriver. On ne le voit pas à l'écran, on ne sait pas où il est passé. Ah si, c'est une marionnette. Il est parti. Il est timide et il a eu peur. Donc, non, en fait, je voulais vous faire part de mes talents de ventriloque. On ne voit pas du tout que j'utilise ma bouche et voilà. Donc, bon, voilà, salut Benoît. Bonjour les amis. Il est en pleine forme. Et on aura aussi l'honneur d'avoir Pascal Enjolras avec nous. Salut Pascal. Bonjour. Bon. On va rentrer vous tous ensemble pour parler de Kit Car. Super. Et on est tous très contents, on est tous tellement impatients qu'on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Et la première question va être pour toi, Pascal. On voudrait déjà savoir la différence entre les modèles Kit Car et Maxi. On va rentrer un peu d'un point de vue technique avant d'attaquer la chronologie de l'émission. Et en fait, les Kit Car, c'était le règlement, les fiches d'homologation pour les voitures qui étaient homologuées comme les 1600 ou les 2 litres, avaient une appellation A6 et K qui était Kit Car. Donc il y a eu les 306, les Mégane, la Xara, et même les 1600, je dirais les Saxo. Après, la Maxi, je pense que c'était plus une appellation commerciale des constructeurs qui appelaient les Maxi. Après, il faut savoir que les Kit Car, on pouvait rouler. Moi, j'ai roulé comme ça en 80, il y a très longtemps, mais 96, avec une 1300 Kit Car qui était en voie étroite, avec un moteur avec 4 papillons. Donc, c'était le moteur qui était un peu boosté et quelques pièces sur les trains, quoi. Voilà. Après, on est passé, je crois, à partir de 97, avec des 6 Maxi, des Saxo, bien évidemment aussi, les 306 Maxi, la Xara, la Mégane, en voie plus large. Mais ouais, c'était Kit Car plutôt. On va avoir l'occasion d'évoquer tous ces modèles. D'ailleurs, j'ai une première question à tous les trois. Savez-vous combien il y a de modèles de Kit Car différents? Patrick, ça te parle? Dis-moi combien. Non, pas du tout, parce qu'il y a eu des Seat, Ouais. Non, j'ai aucune idée. Benoît, tu as une idée un petit peu du nombre de Kit Car qui ont été construits? Pareil, j'ai eu la chance de rouler sur une Escort Kit Car, ce qui était relativement rare. T'as une chance, ça, tu vois? Non, enfin c'était un peu compliqué à rouler effectivement, mais c'était une chance parce que ça a été suffisamment rare et c'est grâce à César Baroni qui m'avait fait rouler sur cette voiture. Mais j'imagine qu'il y en a 5 ou 6. Alors, il y en a tout simplement 20. On en a trouvé 20. On a bossé chez Confine Live et on va en 30 secondes passer à l'image tous les modèles qui existent. C'est parti pour Max à la régie. Allez, il y a Saxo Kit Car. Ouais. La Xara Kit Car, évidemment.
La ZX Kit Car. Ouais. Moins connu, la Fiat Palio Kit Car. Je ne sais pas. La Fiat Punto Kit Car. Ouais. L'Escort qu'a évoqué Benoît. Ouais. Il y a eu la Fiesta Kit Car. Patou va nous en parler. La Puma Kit Car. On en parlera un peu plus tard. Ouais. Il y a la Nissan Micra Kit Car. Alors celle-là, elle est sortie de loin aussi. Ouais. L'Opel Astra Kit Car. Ouais. L'Opel Corsa Kit Car. Un peu plus peu connu, la 106 Kit Car. Celle-là, on ne la présente pas, la 306, forcément, la 306 Kit Car. Une pièce encore rare, la Proton Satria Kit Car. La Clio Kit Car. La Mégane Kit Car. La Seat Ibiza Kit Car. Très rare aussi, l'Octavia Kit Car. Ah ouais. Et pour finir, la Golf Kit Car. Voilà. Et donc, pour être tout à fait complet chez Confine Live, il en manque une, mais c'est volontaire de notre part, car on espère avoir son pilote officiel avant la fin de l'émission. C'est une petite surprise qu'on vous a gardée. On va enchaîner. Donc voilà, il y en avait 20. On a cherché pendant au moins 2-3 jours. Nous, on en a comptabilisé 20. Et si jamais des gens qui nous regardent on en trouvait une 21e, qui nous en fassent part. Voilà, c'était pour résumer un petit peu toutes les kit cars. On va rentrer maintenant clairement dans le cœur de l'émission. Pour vous expliquer un petit peu rapidement, les gars, le déroulé. On va y aller de manière chronologique avec le temps qui passe et voilà, les années. On va commencer avec l'année 97. Et Eric, je te laisse l'honneur de commencer. Ouais, alors 1997, Gilles Panizzi est champion et Patou Mago, c'est une saison avec la Saxo Kit Car 1,6 litre. Tu finis deuxième du championnat cette année-là. On évoque très rapidement Fabien Denlen aussi, qui était sur une Saxo sur le Charbot et l'Alsace Vosges. Un petit peu plus tard avec la Xara Kit Car, je ne m'en souvenais pas, sur le Tour de Corse, Fabien Denlen. Et Pascal, toi, tu étais avec la 106 Kit Car. Donc, on va commencer, Patou et Pascal, tous les deux, pour évoquer cette année 97. Bon, Patrick, dis-nous un petit peu, cette Saxo, ça volait sévèrement déjà. Ouais, pour moi, c'est une des plus belles années de ma carrière. On a fait 10 rallyes, voire 11, je pense, puisque j'ai fait le Tour de la Réunion. Et on est arrivé 11 fois et très très souvent dans le top 5. C'était parti pour faire une voiture pas très chère. Et puis de suite, quand on a commencé à être bien placé dans le championnat, toute l'équipe de Citroën Racing et Jean-Claude Vocard en particulier se sont mis à travailler sur cette voiture. Et c'est devenu, je pense, la référence des Super 1600. Et ça nous a permis de faire des très 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 beaux résultats, quoi. Ouais, il fallait vraiment la mener. C'était du sport pour faire des chronos, cette voiture-là. Non, ça bougeait beaucoup, mais c'était vivant. C'était des voitures qui n'étaient pas hyper aseptisées, mais par contre, c'était relativement facile à conduire. Après, peut-être à la mener dans le top 5, c'était un peu plus compliqué, mais ça faisait des super temps, surtout sur le mouillé, dans les conditions délicates. Et surtout, on avait une grosse équipe derrière nous et on travaillait beaucoup. Et je pense que c'est ce qui a fait la performance de la voiture. Ok, on aura l'occasion de l'évoquer encore un petit peu plus tard, cette Saxo. Pascal, toi, donc tu l'avais dit, tu es arrivé de la 106 Maxi à la 106 Kit Car, je crois, dans cet ordre-là. Parle-nous un petit peu de la 106 et de cette année 97. Pour nous, à ce moment-là, il y avait la 306 Maxi. C'était, on va dire, les grands frères Panizzi et tous les autres pilotes. Et le fait que Peugeot fasse une 106 Maxi qui ressemble un peu à la 306 Maxi, en tout cas, jeunes, on s'est identifié par rapport à tous on va dire aux pilotes qui étaient au-dessus de nous. Et c'était vraiment une fierté de pouvoir me lancer avec une 106 Maxi. C'était, je crois, au rallye du Mont Blanc. Mais je crois que j'avais fait un rallye juste avant, les Hauts-Cantons, chez moi, où d'ailleurs, on avait construit la voiture au dernier moment et ça avait été tellement chaud que j'avais passé la nuit avec les mécanos et j'étais parti par la route pour amener la voiture au parc fermé. Et de là, on a fait, je crois qu'il y avait Jean-François Berenguer à cette époque-là. On s'était tiré une belle bourre tous les deux sur un rallye du côté de chez moi, là, dans les hauts des cantons. Et après, on a fait le Mont Blanc. Je crois qu'on a fait aussi le Limousin et les Cévennes et le Var.
où il y a eu une belle bagarre. Il y avait pas mal de 106 maxi. Je crois qu'il y avait Jean-Baptiste Serpaggi, il y avait Fabien Véricel, Vincent Leduc. Enfin voilà, il y avait Patou aussi. Il y avait Boiti, non aussi. Boiti, ouais, c'est ça. Je crois qu'il y avait même Montagne, Lionel Montagne. Enfin voilà, il y avait quand même des pilotes. Ouais, voilà, il fallait se cracher dans les mains. Et moi, j'avais une bonne voiture à chaque fois. Donc ça, c'était quand même l'avantage que j'avais, c'est que la voiture était bien faite. Et quand j'étais au départ, ben voilà, j'essayais de prendre du plaisir et d'essayer de faire le maximum comme tout le monde. Mais bon, c'était pas facile parce qu'il y avait un sacré plateau, quoi. Comment ça s'est passé par rapport à ton père? On le sait, hein, Michel, qui a été le druide, comme on avait l'habitude de l'appeler à l'époque, l'évolution de. Enfin, il a suivi les 306, mais est-ce que cette 106, vous y avez vraiment travaillé aussi pour chercher du développement pour Peugeot, enfin un peu dans la même voie que les 306? Ah ben oui, parce que en fait à cette époque-là, on avait quand même la chance, c'est que on avait un stagiaire, un ingénieur qui est Mario Fornaris, qui est un très grand ingénieur qui a beaucoup travaillé pour Peugeot et WRC, les Skoda dernièrement. Et Mario était chez nous et on avait eu l'idée de développer la voiture ensemble. Et Mario avait travaillé avec mon père sur la voiture. C'était un truc de fou, hein. Ce que je vais vous dire, c'est un truc de malade. C'est que techniquement, la crémaillère sur les Saxo et les 106 Maxi, elle était sur le tablier avant, à la hauteur du volant. Et mon père et Mario avaient dit, c'est pas très bon au niveau géométrie. Et donc, on va essayer de mettre la crémaillère en bas, sur les côtelettes, en bas il n'y avait pas de berceau. Donc, ils avaient travaillé là-dessus. Enfin, on avait fait toute une cinématique avec les hauteurs, l'accélération et tout. Et ça avait marché et la voiture a été époustouflante, quoi. Ouais, donc, il y a eu pas mal d'évolution de pièces sur la voiture qu'on a participé, ouais. Ok, Moi, super, j'avais une petite merci beaucoup. question. Alors vous Ouais. êtes là pour nous raconter des anecdotes, hein. Ouais, Vous pouvez en envoyer autant que vous voulez. Mathieu, allez, on enchaîne. Ouais, non, Alors moi, 97, on passe. Ouais, 97, Patrick, ça reste aujourd'hui ta seule victoire scratch. C'était à la Ronde Sévenol, ta seule victoire scratch sur asphalte. Tu as gagné aussi les quarts d'Abel, mais raconte-nous un peu ce rallye-là, le Ronde Sévenol 97. Quoi dire? En fait, il y avait quand même un très beau plateau, puisqu'il y avait Simon Jean-Joseph, je crois, il y avait Delage, il y avait de grosses voitures. Mais la Saxo Kit-Car, c'est taillé pour les Cévennes, hein. Donc, dans les Cévennes, c'est des voitures. Pour revenir même un peu plus loin, avec les AX Groupa à l'époque, on faisait des deuxièmes temps scratch. Donc, une Saxo, forcément, c'était fait pour gagner les Cévennes s'il n'y a pas de grosses Kit-Car officielles et compagnie. Et gagner les Cévennes s'il pleut. C'est pas impossible non plus. Et on a fait le rallye comme parfait, quoi. Et on a commencé avec une bagarre un peu au début, un peu compliquée avec Boetti, je pense, qui était pas mal. Et puis petit à petit, on a pris le devant. Et je crois que même avant la fin du rallye, on avait presque une minute d'avance. Donc ça a été facile d'amener la victoire le dernier jour. Mais bon, les Cévennes, c'est jamais facile quand même, hein. Non. Et la Ronde Sévenol encore moins. Donc, pas encore moins. C'est des très beaux rallyes. C'est des rallyes où pour un pilote, c'est magnifique de faire les Cévennes. Et tous les rallyes sont beaux, mais ça fait partie des beaux rallyes, quoi. Voilà. Ouais, est-ce qu'on peut, là, pour les jeunes comme moi, ils le prenaient pas mal, hein, mais dans la même année, il y avait la Ronde Sévenol et le Critérium des Cévennes. C'était, honnêtement, même moi, je l'ai découvert en préparant l'émission, je ne savais pas. Quelle était la différence? Les spéciales se ressemblaient vraiment? C'était vraiment dans le même coin ou c'était vraiment de rallye La ronde, c'était une spéciale plusieurs fois, non? C'est ça, Pascal? Oui, c'est ça. En fait, c'est une longue spéciale. Et puis, il y a eu des moments où la Ronde Sévenol, il y a eu. Moi, j'ai fait, je crois, en 98, si j'ai le souvenir, plusieurs spéciales. Donc, c'était à peu près toujours. Waouh! On reprenait. 97 aussi. Hein. 97 aussi, c'était plusieurs spéciales. J'avais pas fait 97, je crois. Non, j'avais pas fait. Mais c'est vrai que on reprenait énormément dans un sens comme dans l'autre les spéciales des Cévennes, quoi, en fait. Mais de toute façon, les reconnaissances étaient autorisées, donc
connaissait très très bien. Et en fait, tout le monde connaissait bien, quoi. Donc en fait, c'était surtout la voiture, l'adapter au type de terrain et être bien. Parce que Cévennes, c'est quand même pas pareil de faire un Cévennes que d'aller faire un Limousin, quoi, par exemple. Donc il faut avoir une voiture qui soit facile à conduire dans les Cévennes. T'as pas beaucoup de vitesse de pointe, c'est ça qui avantage peut-être les voitures un peu moins puissantes. Ça fait ça. Souvent dans les Cévennes, les petites voitures, ça fait toujours des bons temps, quoi. Ouais. Alors, on s'est fait, c'est l'interactivité de l'émission, on s'est déjà fait un petit peu redresser parce qu'on a oublié 2 kit cars. Donc, c'est la Felicia kit car et la Nissan Sunny kit car. Alors, bon, voilà, on est à 22. Hein. Allez, on continue. Donc, Mathieu, à toi. Ouais, peut-être juste pareil pour apprendre. On est là vraiment aujourd'hui pour partager un peu des anecdotes, des histoires. Patrick, dans l'année 97, c'était quoi un peu en reconnaissance? Vous aviez un mulet. Quel était le mulet? On sait que les reconnaissances, on avait une Saxo Challenge qui était la voiture du Challenge, qui était une petite groupa avec une boîte et c'était super pour reconnaître. D'ailleurs, je sais que c'est pas trop le thème, mais ça serait pas mal que les constructeurs et nos amis de la Fédé refassent des voitures comme ça parce que ça coûtait pas cher. Ça permettait à des pilotes de pouvoir se faire remarquer et pour pas cher et on s'autofinançait les saisons, quoi. Aujourd'hui, quand on sort des 208 à 100 000 euros, c'est pas possible pour que les jeunes puissent courir, quoi. C'est une petite aparté, mais c'est important de le dire. Non, mais tu as raison. Parce qu'à l'époque, on avait le Challenge Saxo Kit Car et le Challenge avec les petites Saxo Groupa. Et ça te permettait de gagner la Saxo Kit Car. Ça permettait aussi, parce que là, je vois souvent les jeunes qui disent on veut faire du WRC2 à 300 000 euros. C'est bien, mais on peut faire de très très belles carrières en championnat de France et en étant pilote d'usine. Et c'est là-dessus qu'il faudrait que les constructeurs se penchent et qu'on arrive à encore avoir une dizaine de pilotes officiels avec des constructeurs qui s'impliquent dans des vrais championnats, quoi. On ne peut pas tous être champion du monde. Et surtout que ça fait 16 ans que il y en a 2 qui en ont pris pas mal de titres. Donc, mon message, c'est de dire qu'on peut faire de très très belles carrières et gagner sa vie en faisant du sport auto, en faisant des championnats nationaux. Et c'est là qu'il faudrait revenir, quoi. Ouais, en revenant un petit peu à la raison. Hein, c'est ça que tu essayes de Exactement. Voilà. Allez, Mathieu, on passe à 98 pour le coup. Ouais, on va passer à 98 et comme ça, on va pouvoir accueillir Benoît dans la conversation. En 98, c'est Bug champion. Patrick, toi, tu fais 3e du championnat donc avec la Xara. Benoît, tu fais 5e avec la Mégane et tu fais une saison complète, 5e du championnat. Et Pascal, tu feras que 4 épreuves avec la 306. Donc, on va parler un peu de cette année 98. On a préparé quelques sujets, mais allez-y, Benoît, à toi l'honneur, cette première année avec la Mégane pour venir jouer un peu avec les copains. Tout d'abord, merci de nous accueillir, merci de nous donner la parole, mais merci surtout d'avoir remémoré nos amis comme Philippe Bugalski et Marc Champeau. 98, donc je fais équipe avec Marc Champeau dans l'équipe de Joe Barroso à Montpellier. Marc Champeau, on le connaissait pas trop. J'étais un petit peu plus connu puisque je roulais avec l'Escort depuis 2-3 ans. Et Marc, donc on fait équipe et j'ai découvert d'abord un garçon très talentueux et charmant. Donc voilà, c'est vraiment un petit clin d'œil à Marc. Ouais, c'était vraiment une belle personne et je suis encore très triste de l'avoir perdu. Mais pour revenir au Mégane, c'était quand même des engins de fou. On avait les premières déclinaisons des usines, hein, puisque juste avant, les années précédentes, c'était Philippe Bugalski et qui est-ce qu'il y avait? Il y avait Jordan, Jean Ragnotti et Jordan qui se battaient contre Panizzi et Delecourt. Et nous, on avait les premières déclinaisons de clients. Donc, c'était des voitures très performantes et incroyablement rivées au sol. Hein. C'était vraiment ce qu'on disait des châssis des Mégane et des 306. C'était
des châssis de fou avec des passages en courbe dans le rapide qui était hallucinant. Il fallait vraiment se violer pour exploiter ces voitures. Et puis, bien évidemment, qui dit kit car, 2 litres en tout cas, dit des régimes moteurs incroyables. Je crois que la Peugeot devait encore aller plus haut que la Mégane, il me semble. Nous, on tirait jusqu'à 9000 tours minute, 9100 tours minute, et quand on était à la bagarre, on reculait un petit peu le rupteur de 200-300 tours, on prenait des risques avec le moteur, mais il fallait leur tirer dessus, et vraiment les emmener très très haut dans les tours. Et je crois que la Peugeot, tu confirmeras Pascal, mais je crois que la Peugeot, elle prenait 9300 tours en permanence, hein, je crois. En fait, c'était un peu plus. C'était 9 en plus. C'était d'ailleurs. Moi, je me rappelle. En fait, il peut avouer, hein, 20 ans après, maintenant, il peut dire. Alors, on va avoir des trucs à balancer alors. Hein. C'est pas nouveau. C'est ceux qui ont roulé dans les 306 qui peuvent s'en rappeler, mais c'est vrai que c'était 9600 tours. Et je me rappelle quand, par moment, d'ailleurs, une victoire, je crois, il y a très longtemps, à Panisi, pareil, ou même moi, quand je roulais, on avait la possibilité de pouvoir, comme tu dis, de pouvoir toucher les régimes pour pouvoir gagner un peu en vitesse de pointe. Et donc, par moment, c'est vrai que de 9.6, on passait à 9800 tours. Et c'était incroyable, quoi, parce que le moteur, vous avez l'impression que il va exploser, quoi. Ça, et puis la voiture, elle se déplace, parce que faut quand même savoir que ces voitures-là, à cette époque-là, c'était 960 kilos, le règlement, et on était en dessous de poids, donc on roulait avec des lestes dans les bagnoles. Enfin, en tout cas pour nous, notre part. Et en fait, 9600 tours avec 960 kilos, avec des voitures avec le cul quasiment à ras du sol, parce que c'était quand même des voitures où on roulait très bas dedans, puisque les pare-brises étaient beaucoup plus bas, donc on pouvait mettre les pilotes beaucoup plus bas à l'intérieur. Ça faisait des voitures, voilà, fantastiques. Et bon, moi, j'ai eu la chance de pouvoir rouler dans cette voiture mythique. Et vraiment, il y a même pas longtemps, j'en ai fait une pour un ami, mais un client, Jacques Maraval. Et j'ai eu la chance de pouvoir rouler dedans. Et en fait, je suis ému quand j'en parle parce que j'ai vraiment eu la chance de pouvoir rouler à cette époque-là dans cette voiture-là, quoi. C'était fantastique, quoi. Il y a eu une belle bagarre. Bon, moi, 98, c'est vrai que c'était, il y avait Patou, qui était quand même les références avec Philippe Bugaski. Et après, bien évidemment, Marc Champeau, qui était un ami et que je regrette aussi, pareil, comme Benoît. Et bon, Simon aussi, qu'il ne faut pas oublier, qui était avec une 4 roues motrices. Mais il y avait une belle équipe, hein, Benoît, belle bagarre. Et c'est vrai que ces voitures-là, c'était quelque chose, quoi. Pascal, toi, la 306, c'était aussi une déclinaison ou c'était une ex-officielle là, sur les 4 matchs que tu fais en 98? Bon, en fait, moi, pour vous dire clairement, c'est des choses qu'on peut dire aujourd'hui, mais j'ai eu la chance, en fait, c'est parce que Gilles a eu un accident dans une séance d'essai, je ne sais plus, je crois que c'était vers Perpignan, et la voiture, elle a été écrasée. C'était, je crois, une ex-voiture de François Chatriot. Okay. La voiture a été explosée, et puis nous, on avait l'idée, avec mes sponsors, de pouvoir passer le cap de la 106 Maxi à la 306. Et cette année-là, Jean-Pierre Nicolas avait ce que j'avais un peu fait l'année d'avant avec la 106 Maxi, qui était pas trop mal. Mon père, on lui a proposé de réparer la voiture, de la remonter, et que le deal, c'était voilà, que je puisse rouler avec, et qu'à la fin de l'année, la voiture était à eux. Donc ça a été une super idée, et puis ça a été accepté. Donc on a réparé la voiture. Alors, je peux vous dire, on a coupé la voiture en deux, on a greffé deux parties, et puis voilà, on a remonté la voiture, et ça a été, c'était presque la voiture parfaite pour rouler, quoi. Je veux dire, il y a peut-être des choses que je peux peut-être pas savoir sur les cartographies moteurs, mais dans la partie châssis, la voiture, c'était la même, quoi. Ouais.
Ok. Ouais. Et toi, Patrick, du coup, 98, les premiers tours de roue avec la Xara, donne-nous quelques infos sur ces. Année, hein. Ouais, c'était une belle année pour toi, alors qui s'est fini un peu difficilement, mais sinon, voilà, les premiers tours avec la Xara, comment ça s'est passé en sortant de la Saxo? Si tu veux, moi déjà, c'est moi qui ai commencé tout le développement de la Kit-Car. Et en fait, d'ailleurs, il y a eu des images d'une première Xara Kit-Car avec des ailes comme la Saxo. Les premiers roulages, c'était dans le col de Mince et on n'avait pas la définition totale de la voiture. Et oui, au départ, c'était une grosse Saxo Kit-Car en fait. Hein. Et petit à petit, c'est devenu vraiment une arme redoutable. Et pour l'anecdote, je me rappelle que Bug, quand il est monté dans la Xara Kit-Car, qui sortait de la Mégane, il a dit qu'est-ce que je suis venu faire chez Citroën, quoi. En fait, il n'était pas assez évolué, il pensait qu'il allait se faire entrer, mais connaissant la machine de guerre qui est Citroën, à l'époque de Guy, la voiture est vite arrivée au niveau et on a beaucoup travaillé dessus, on a beaucoup travaillé sur l'antipatinage. Toujours pour la petite anecdote aussi, au Lyon-Charbot, Bug était plus favori que moi puisqu'il arrivait d'une grosse voiture et on avait travaillé sur l'antipatinage et moi j'aimais bien l'antipatinage et Philippe disait que ça servait à rien, qu'il arrivait à doser. Sauf que le premier soir, à l'arrivée de la première étape, j'étais 5 secondes devant lui et le lendemain, il a mis l'antipatinage et ça allait beaucoup mieux. Donc ça a aidé. Et non, on a bien travaillé sur la voiture et la voiture était hyper compétitive. Et on est vite arrivé au niveau des 306 parce que quand ils sont allés faire la Catalogne et tout, on était au niveau, même en Corse. Pour ma part, moi j'ai fait des deuxièmes temps scratch avant que. Là, il y a une belle anecdote parce que Bug a cassé un triangle. Et moi je sors dans la deuxième spéciale, bon, je repars. Et Bug casse un triangle et on me change le triangle et ils mettent le triangle à l'envers. Ça ne va pas plaire aux ingés de chez Citroën. Et donc je pars pour faire la boucle et là on m'appelle, on me dit, je dis la voiture elle va dans tous les sens. Ils me disent c'est normal, on s'est planté, on n'a pas mis le bon réglage, bon triangle au bon endroit, quoi. Donc démerde-toi et tu parles pas de ce qui se passe. Donc voilà, j'en parle maintenant. Et donc je fais toute l'étape avec cette voiture qui allait dans tous les sens. Et le mec il me disait qu'est-ce que tu as, j'ai dit j'ai un petit souci problème moteur. Fallait surtout pas dire que c'était une erreur. Et donc et après ils remettent la voiture en ordre de marche. Et là, il y avait Doenlen et Fréclin vient nous dire je veux voir si un de vous va plus vite l'un que l'autre. Et les dernières spéciales, vous allez rouler comme ça savait faire et le plus vite possible. Et là, ça s'est super bien passé pour moi. J'ai fait 2 deuxièmes temps scratch, dont un sur le mouillé. On a fait des super temps. Et bon, là, ça a continué pour moi avec la Kit-Car, quoi. Mais il y avait quand même cette histoire de triangle, ça avait été un peu rigolo, quoi. Voilà. Okay. J'ai travaillé, j'ai travaillé le sujet de 98 de manière un peu plus précise et je voulais faire un focus sur le Limousin 98. Alors pourquoi le Limousin? C'est tout simplement parce que vous êtes tous les trois au départ et vous êtes surtout tous les trois à l'arrivée et dans le top 5. Donc on va voir passer quelques photos. Pascal, elle était toute grise, cette version-là. Donc voilà, alors là, évidemment, il y a 2 Xara officiels, Patou et Philippe Bugalski, qui vont se tirer une sacrée bourre. Alors là, Patou, il va falloir que tu nous racontes aussi encore un petit peu. Donc cette première boucle, c'est les spéciales Le Teil, Châtelus, Le Marchais, Bersac. J'espère que ça va te revenir, j'imagine que oui. Vous vous battez à la seconde, en fait. Bug fait le meilleur temps, tu es deuxième à 2 secondes. Dans la deuxième, tu es encore à 2 secondes 8. Dans la troisième, tu commences à te réveiller. Donc, meilleur temps, 1 seconde 3 devant Bug. Dans la deuxième boucle, on parle même de centièmes. Vous avez inventé les centièmes d'écart sur les premières spéciales. Parle-nous un petit peu de ce Limousin 98 où tu finis la première journée, tu es qu'à 4 secondes de Philippe, là. Moi, j'avais un petit souci sur le mouillé et quand la voiture ne me convenait pas sur le mouillé. Et en fait, de ce que je me rappelle, on a eu
un rallye un peu mitigé, comme souvent en Limousin. Et justement, j'arrivais pas à conduire la voiture et je m'en plaignais tout le temps sur le mouillé. Et c'est pour ça que Bug me gagne sur ce rallye, il me gagne à la régulière. Et justement, pour en revenir à cette histoire de mouillé, on est en train de perdre un peu Patrick là. Donc après, et on est à l'essai, et moi je me plaignais toujours sur le mouillé. Là, tu m'as allô? Ouais, c'est bon, on te perd. Ouais, pas. c'est bon. Voilà. Donc je disais, donc on est sur une séance d'essai au rallye du Ah ouais, effectivement, on le perd un peu. Avec toute l'équipe, et je vais voir passer Bug. Il est vraiment en train de reconnaître le Monte-Carlo, je crois, Patrick là. Ouais, je crois qu'il doit être, il a basculé de l'autre côté du Turinien. Bon, Pascal Benoît, alors vous aussi. Hein. Patrick, on te coupe. Éventuellement, tu peux raccrocher et revenir pour voir si on peut améliorer la connexion. Ouais, Patrick Benoît, vous n'êtes jamais très très loin en fait. Évidemment, hein, les deux Xara vous mettent, c'est pas des fessées parce qu'on va pas parler ça comme ça, mais il y a des gros écarts, hein, des fois 20-30 secondes, plus d'une seconde au kill. Évidemment, vous n'avez pas de voiture officielle. Benoît, reviens un petit peu sur ce rallye-là aussi, si tu arrives à te le mémorer. Je me le remémore effectivement. On était chez Marchampeau, hein, puisque c'était le local de l'étape. Et à l'époque, on avait au Limousin la plus grande spéciale de tout le championnat, c'était Vassivière. 43 km. Exactement, voilà. Donc, c'était une spéciale extrêmement rapide, avec des gros appuis, des grosses courbes, des gros passages en courbe, et beaucoup de ce qu'on appelle des plaques noires. C'est une région où il y a plein de plaques noires, où le goudron était fondu par plaques, et quand il pleuvait, et cette année-là, il pleuvait, c'était hyper délicat, il fallait vraiment les noter en reconnaissance. Et alors, je ne sais plus ce qui est arrivé à Marc Champeau, mais je pense que il devait être forcément très très rapide sur ces spéciales-là. On passait devant chez lui, hein, donc il les connaissait par cœur. Alors, je ne sais plus ce qui lui est arrivé. Je pense qu'il a dû abandonner sur un problème mécanique. Ouais, il était en abandon, ouais. Je crois qu'il est dans Vassivière, je crois. Qu'il a abandonné dans Vassivière. Ah, peut-être bien, effectivement. De le voir sur le côté, garé, ouais. Dans un petit village, dans un petit hameau, tu sais, qu'on prenait, il y avait des petits hameaux qu'on passait, et je le vois encore là sur la gauche, là, avec la Mégane. Mais ça me parle. Je ne sais pas te dire ce qu'il avait eu, mais il avait abandonné dans Vassivière. Ouais. Mais ce qui, honnêtement, pour moi, c'était un énorme soulagement, hein, son abandon, je le dis carrément, parce que il était vraiment très, très performant. Et du coup, voilà, c'était un adversaire en moins. Mais c'était un rallye qui faisait partie de mes favoris par rapport au profil de ces routes, extrêmement rapides, vallonnées, mais pas trop, boisées, une très très belle région vers Émoutier, je crois que c'est ça. Et en plus, on avait, pendant les reconnaissances, on reconnaissait très longtemps à l'époque, hein, on partait une semaine en reco, et je me souviens que je me suis mis, il y avait un lac à Émoutier, et je me suis mis au ski nautique pendant les reconnaissances. On faisait du ski nautique. Ouais. J'en avais fait aussi. Ouais. J'en avais fait. Tu avais fait aussi? Oui. Et voilà, donc c'était vraiment un grand plaisir de faire ce rallye, et effectivement, beaucoup de plaisir, et je suis content d'avoir bien performé plusieurs fois là-bas. Alors bon, comme dit, hein, sur le deuxième jour, alors les spéciales, c'est Saint-Amand-Saint-Julien, Saint-Mer, Pellerade ou quelque chose comme ça, et Vassivière, Tarnac. Là aussi, vous rapprochez le deuxième jour. Hein. Benoît, sur les deux premières, tu finis 4e à 13 secondes, donc sur 22 km, c'est à moins de 1 seconde au kill quand même, hein, par rapport aux officiels. Donc on voit que le rythme se rapproche. Pascal, toi c'est pareil, Saint-Amand-Saint-Julien, tu es 4e à 18 secondes sur une spéciale de 22. Donc on voit quand même que sur le deuxième jour, vous arrivez... Alors, ont-ils levé le pied? Ça, Patou nous le dira. Il est de retour d'ailleurs. Mais en fait, voilà, vous aviez quand même pu un petit peu vous mêler à la bagarre, et vous finissez donc 4e pour Benoît, 5e pour Pascal. C'est Bug qui l'emporte, et Patou finit à 40 secondes. Patou, est-ce qu'il y avait une petite consigne d'écurie à un moment ou à un autre?
Avec Guy, il y a toujours des consignes d'écurie. Il y a même des consignes pour le championnat. En fait, voilà, il fallait toujours finir deuxième, c'est ça? Non, pas au début. Non, mais à partir de la mi-saison, Bug avait un point de plus que moi, donc c'est lui qui a été décidé. Enfin, on a décidé que c'était lui qui serait champion de France. Voilà. Ouais. En fait, je ne sais pas si tu te souviens, à un moment, je crois que Bug a vraiment suffisamment d'avance. On croit comprendre qu'il lève le pied. Et toi, du coup, tu leur mets un coup 16, un coup 20, et puis tu reviens du coup à 22 secondes avant la dernière de Vassivière, les 43 km. Donc là, est-ce qu'il ne fallait pas y aller alors bon, Bug assomme tout le monde. Il t'en met 40, je crois, dans celle-là, dans la dernière. Oui, non, mais de toute façon, à partir du moment où les consignes tombaient, ça ne servait plus à rien d'aller chercher des temps. Il faut comprendre que quand même, quand il tombe des consignes, c'est décevant. Donc, tu n'as plus envie de faire ton job comme tu dois le faire. Donc, tu rentres à la maison, quoi. C'est comme ça, quoi. Et à l'époque, comment vous en parliez? Ça se savait, voilà, encore une fois, je découvre un peu, mais est-ce que tu disais, bah oui, ou est-ce que tu simulais aussi un petit problème moteur, de châssis Comment communiquer? Arrêter à Moni d'arriver, par exemple. De toute façon, avec Guy, c'était clair. Donc, en fait, c'est comme ça, et c'est comme ça. C'est notre métier, en fait. C'est comme ça. Faut l'accepter, mais bon, des fois, c'est pas toujours facile de l'accepter. Il y a souvent des premiers et des deuxièmes pilotes. Chez Citroën surtout, parce qu'il y a eu beaucoup de. Enfin, pour tout le monde, ça s'est passé pour beaucoup de pilotes, mais c'est tellement bien d'être pilote d'usine et d'avoir la chance de conduire des voitures comme ça que c'est la vie, c'est comme ça. On fait de belles carrières quand même. Ok, moi j'avais une petite question pour Benoît. Tu roulais avec l'Escort. Pourquoi le choix de passer à la Kit Car et plus particulièrement à la Mégane? Qu'est-ce qui vous a motivé à partir là-dedans? L'année précédente, il n'y avait que les officiels qui désolé, c'est mon chien. Non, pas de souci. Woody. Pardon. C'était donc les voitures les plus performantes les années précédentes avec les Peugeot. Et pour moi, c'était une évolution de performance. L'Escort était déjà un peu rétrogradée, très performante sous la pluie, 4 roues motrices, etc. Moteur turbo, c'était les premiers Bang Bang. On fera peut-être un jour une émission sur les voitures turbo. Mais là, pour parler des Kit Car, c'était vraiment les voitures par excellence, quoi. C'était celles qui pouvaient gagner. Alors, c'est sûr que face au constructeur Citroën, on pouvait plus jouer, mais on jouait les places d'honneur derrière Patou et Bug. Et pour nous, quand on arrivait troisième, c'était une victoire, quoi, quelque part. Et la Mégane était un choix et un programme qu'on a élaboré avec Joe Barroso, Marc Champeau et notre union avec Marc ont fait qu'on avait un super team, quoi. Et on avait même des voitures de reconnaissance qui faisaient jaser. On avait des caisses à ressauter avec des boîtes séquentielles. Et on roulait souvent à deux. Pareil, au niveau des reconnaissances à l'époque, on n'était pas très raisonnable. On limait beaucoup, mais en plus, on limait très vite, quoi. Et on sortait la nuit. On avait un mécano avec une assistance pour les reconnaissances. On passait à 4 pneus par jour, quoi. Donc, on roulait vraiment très, très fort. Et on allait vraiment très vite, on prenait beaucoup de risques. Ce qui avec du recul n'était absolument pas raisonnable, mais c'était comme ça à l'époque. Donc la Mégane pour moi était vraiment l'arme pour jouer le podium en championnat de France. Ok, merci pour ces précisions. Pascal, un petit mot encore sur ce Limousin 98. Les grandes spéciales de 43 km. Les pneus étaient un peu en souffrance aussi, j'imagine un peu là. Ouais, moi j'ai souvenir que c'était quand même un peu grassouillé, il y avait beaucoup de gras, il me semble. Moi j'ai une anecdote pour moi, en tout cas, j'étais jeune et je sais que je commençais avec cette voiture-là et je crois qu'il faudrait regarder les temps, mais je crois qu'à une ou deux reprises, j'avais fait des temps au milieu de Patou et de Bug.
Alors, Et, je vais te les donner si tu veux te remémorer. Tu fais un 3e temps dans Bersac, dans la 3e, ouais, tu es à 10 secondes, à 17 secondes. et en fait, Et, il y a deux choses là-dedans que j'ai toujours la mémoire, c'est que Guy Fréquelin est venu dans mon stand et me féliciter. Et pour moi, j'avais l'impression de voir Dieu qui arrivait chez moi, quoi. C'était fantastique de dire bravo, bravo jeune, super temps. Et puis même à la fin du rallye, je sais, Benoît peut-être doit s'en rappeler, mais Guy attendait même les concurrents après, à la fin du rallye, pour féliciter chacun. Et je trouve que ça, c'était quand même quelque chose, quoi. Venant d'une personne aussi importante, ça faisait chaud au cœur. Et en fait, c'est 2 ou 3 spéciales où je me suis intercalé dans la Xara. Je peux vous dire, dans la semaine, j'ai pas dormi de la nuit et je me disais, mais comment je vais faire pour le faire plus souvent, plus rapide dans chaque spécial. Et c'est comme ça que j'ai essayé de construire un peu mieux mes notes, un peu plus de préparation, d'une meilleure préparation avant rallye, parce que bon, moi j'avais la chance d'avoir une très très bonne voiture, comme un père qui est maçon, donc je disais, mais c'est vrai, une belle maison. Moi j'avais une belle voiture, mais j'avais un manque de roulage, donc le roulage, c'était comme disait Benoît, pendant les reconnaissances, on avait un mulet avec un arceau, et le but c'était de faire le maximum de kilomètres pour combien de passages? Allez, dites-nous combien de passages. Moi, franchement, au tout début, c'est un peu Delecourt, Panisi, tout ça, que j'ai vu, même Patou, qui est venu, qui a roulé chez nous à une époque, avec la 309. Tu te rappelles? Et franchement, je crois que j'ai dû faire 15 passages à une époque. 15 passages dans les spéciales. Mais en fait, si tu veux, c'était du plaisir, hein. C'était même pas du travail. C'était on était dans les spéciales, on partait le matin, on disait aujourd'hui on fait celle-là et on passe la journée dedans. Donc on passait la journée dedans. Et puis moi à cette époque-là, en 98, je reconnaissais avec Simon Jean-Joseph. Donc on était tous les deux, on reconnaissait ensemble, on avait des radios. Et lui passait devant, on inversait les rôles. Bon, c'est pas aujourd'hui, faudrait pas le faire, mais à cette époque-là, on mettait les radios et chacun son tour, on passait devant et ça vous ouvrait un peu la route, quoi. Ça ouvrait la route jusqu'au carrefour, au prochain carrefour. Et c'est comme ça que je m'entraînais pour essayer d'être compétitif. Mais ouais, c'est un super souvenir, le rallye du Limousin pour moi. Ouais. Benoît, 13, 15 passages ou t'en faisais 20 ou 25? Non, 15 à peu près, 15. Le rallye où j'ai vraiment abusé, c'est à Rouergue. Je crois que je suis resté 2 semaines. Alors, c'était à moitié des vacances, presque. En plus, c'est au mois de juillet. J'ai dû faire 20 passages au Rouergue. C'est hallucinant, quoi. Hallucinant. Mais non, 12, 13, 15, c'était effectivement le quota qu'on avait. Mais on l'y met tous comme des fous. Hein, donc, voilà, c'était comme ça. C'est bien d'en parler maintenant, parce que aujourd'hui, on sait quand même que c'est réglementé, que tout le monde le respecte. Et vous avez connu ces époques un peu fastes et un peu délirantes en même temps. Hein. Carrément. On avait la chance de pouvoir partir un peu longtemps, donc ça, c'était quand même une chance. Et puis, il y a aussi qu'on avait un peu de temps. Je dis pas qu'on avait un peu de temps libre, mais des fois, on coupait un peu et ça nous permettait de se voir et de pouvoir échanger. Que c'est vrai que les dernières années où moi j'ai couru dans le système avec les reconnaissances limitées, tu reconnais, tu vas dans ta chambre d'hôtel, les vidéos, c'est plus la même relation que tu as avec les équipages autour de toi, quoi. Donc c'est vrai que c'était quand même sympa à cette époque-là de pouvoir de temps en temps parler, avoir du temps, échanger au restaurant, à l'hôtel. Boire un canon et faire des bonnes bouffes aussi. Hein. Voilà, des crêpes. Des crêpes. Alors, on a reperdu Patrick. Alors, si tu vas revenir. Patrick, il faut, je pense, refaire la même chose. Voilà, quitter et revenir. Il perd un petit peu de réseau. On avait une belle question pour lui, en plus, Mathieu, pour justement fin de saison 98. On va attendre qu'il revienne pour que tu puisses la poser. Merci. En tout cas, voilà, c'était vraiment. On voulait faire un focus, parce que vous étiez surtout tous les trois à l'arrivée.
Pascal n'ayant fait que 4 courses, ça a été un peu compliqué à trouver, mais... Moi, j'ai fait que 4 courses parce qu'en fait, il m'est arrivé une bêtise que j'ai fait et que je regrette encore aujourd'hui. C'est qu'en 98, je crois que j'étais bien placé au trophée Ferrodo. Oui. Il y avait un trophée qui était le trophée Ferrodo, un peu comme aujourd'hui le trophée Michelin. Et je crois que j'étais en tête. À cette époque-là, j'avais quand même fait des choses pas trop mal dans les spéciales, avec le peu de roulage. Et je sais que Jean-Pierre, était un peu avait les yeux dessus, quoi. Donc j'avais quand même une fin de saison qui pouvait espérer quelque chose de pas trop mal. Et donc j'espérais sur la fin de saison, et je pense que j'ai eu un peu la tête qui a gonflé, et j'ai fait une bêtise en essai au Mont Blanc, là, au lac, là-haut, à Morillon. Il y avait une base d'essai où je suis sorti de la route et je me suis pété le poignet, et j'ai eu double fracture du poignet. J'ai quand même pris le départ pour essayer d'aller marquer des points, pour essayer de marquer le coup et de me dire, après le rallye, je vais me faire opérer. Et à cette époque-là, je crois que c'était ça. On partait de Morzine, mais on faisait 100 km pour descendre en bas du côté de Liaison. On faisait 100 km de Liaison, je crois, pour aller faire Fort du Mont, une très très belle spéciale du côté de Albertville, là-bas. Et sur le routier, j'ai essayé de m'entraîner pour voir si je tenais bien le volant. Ça avait l'air d'aller. Et puis, il y a toujours l'envie de continuer, de ne pas abandonner. J'ai quand même pris le départ de la spéciale, et finalement, dans un virage un peu serré, j'ai pas pu tourner parce que le poignet me faisait trop mal. Et je suis sorti de la route, donc j'ai abandonné. Et ma saison, elle s'est arrêtée là parce que après, il a fallu pas trop la voiture, elle était pas trop abîmée, mais c'était surtout que moi, le poignet, il a fallu que je m'arrête pendant bien 4 mois, quoi. Donc c'était la saison terminée, quoi. Voilà. Ouais. Alors Pascal, on voulait parler aussi, alors là c'est des souvenirs d'enfance qui vont probablement te revenir avec un peu d'émotion parce qu'on te connaît. Les années justement avant toutes celles qu'on évoque, toi dans le garage de papa, tu as vu arriver des gars comme Delcourt, Panizzi, enfin des grands noms. Comment tu l'as vécu toi, ces années officielles où papa était vraiment une pièce maîtresse de tout le dispositif Peugeot? En fait, c'est sûr que moi, ça a commencé, c'est que souvent, je prenais le bus pour aller à l'école, et je voyais mon père qui partait avec les camions et les voitures de course pour partir au rallye. Et déjà là, j'avais envie de plus aller à l'école et d'aller travailler avec mon père. Ouais. Chose qui s'est passée, puisqu'à un moment, je suis parti travailler chez mon père, et j'ai commencé, je crois, à partir dans les rallyes en assistance pour, je crois que c'était 89-90 avec François Delecourt. Ouais. Donc François, il m'a pris un peu comme son petit frère, quoi. Donc il m'a beaucoup, comme j'étais passionné de football, lui il était passionné de football, on avait beaucoup de liens en commun, et il m'a donné vraiment envie de faire du rallye, même si j'en avais envie, mais encore plus lui. Et puis après il y a eu la succession. François, après on a su la carrière qu'il a eue, il est parti de chez nous, et derrière Patou est venu aussi, pareil, Fabien Dolène, un petit jeune, Gilles Panizzi, que j'ai pu vivre à côté de lui pendant pas mal d'années, parce qu'il est resté quand même chez nous, je crois, 5 ou 6 ans. Là aussi, tu aimes l'appeler ton grand frère, Gilles. Ouais, c'est vraiment mon grand frère. Et puis, après, voilà, il y a eu Enfin, ça a été des années extraordinaires, parce qu'on était vraiment une grande famille, la famille Peugeot Sport, que ce soit du côté de Vélizy ou nous, Enjolras, quand on faisait les voitures de course. Il y avait une équipe vraiment soudée. Tout le monde était très compétent. Alors après, il y avait un peu de monde, mais c'était pas comme aujourd'hui, on peut voir dans les teams WRC. Mais c'est vrai que tout le monde était compétent. Et j'ai eu la chance de pouvoir m'imprégner de toutes ces personnes-là, peut-être des meilleurs ingénieurs qu'on a pu voir passer chez Peugeot, m'imprégner des meilleurs copilotes, comme je peux penser à Daniel Grattalou ou à Hervé Panizzi ou d'autres que peut-être j'oublie. Mais c'est vrai que toutes ces personnes-là, moi, je me suis calqué un peu de tout le monde. Et bien évidemment, des pilotes aussi, parce que j'avais la chance de pouvoir monter souvent avec François, ou même avec Gilles, ou même avec Fabien, ou de temps en temps avec Patou. Et ça a été des années extraordinaires. Et puis on a quand même fait des belles choses. Ça
l'histoire, elle a été quand même assez longue avec Peugeot. Et beaucoup de bons résultats et de très bons résultats, parce que je crois que les années les plus belles, ça a été la 306 Maxi, parce que il y a eu 2 titres de champion de France sur des années où ça a été vraiment, on va dire, très, très pointu, peut-être comme aujourd'hui, on peut voir en WRC, mais en championnat de France avec Renault et Peugeot. Et puis après les campagnes mondiales qui a permis après, grâce à cette 306 et ces résultats-là, de pouvoir peut-être faire du WRC et voilà. Enfin, voilà. C'est des belles Okay. Très rapidement, donne-nous des nouvelles de Michel, de ton papa, comment il va. Je sais qu'il traîne encore dans les ateliers. Hein. Ah, mon père va bien. Bon, il est un peu malade, mais vraiment il est costaud, parce que voilà, il a ce passé qui fait que il est vachement occupé. Donc là en ce moment, je pense qu'il est occupé dans le confinement. Il est chez lui, ils ont trouvé des idées pour bricoler. Donc mais ça va, il vient souvent à l'atelier, et il est toujours à fond. Et bon, après, un peu plus, on va dire, les journées sont intéressantes, parce qu'il est toujours là pour nous donner des bons conseils techniques. Et puis, voilà, il est passionné. Donc, lui, sa vie, c'est là-dedans. Je le vois pas autre part. Donc, ouais, non, ça va. Merci. Allez, Okay. Moi, on retrouve Patrick. Malheureusement, on en dépend. Ouais, pas de souci. J'avais une petite question, et là ça va être pour Pascal et Benoît, mais rapide, une question technique. Je suis pas spécialiste, mais si je dis pas de bêtises, la 306 Maxi est passée de la boîte 6 à la boîte 7 et la Mégane l'inverse. Est-ce que un de vous deux peut justifier de ces choix qui étaient dans la même période, en fait, les constructeurs ont fait un choix inverse? Pascal, peut-être Moi, je peux dire que oui, la 306, c'était boîte 6 au départ, et puis l'idée, c'était enfin, je pense, de rajouter un rapport pour avoir beaucoup plus de tenue moteur dans les régimes hauts, chose qui était pas trop mal. Après, c'est vrai que ça demandait beaucoup de temps de passage de vitesse, mais l'avantage, c'est que vraiment le moteur restait. On avait moins de trous entre chaque rapport, c'est-à-dire que entre la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 et la 6, on a toujours un timing qui est assez important, et pour essayer d'économiser la perte de régime, puisqu'il fallait, le but être toujours le plus haut possible, on avait mis 7 rapports. Alors après, voilà, on a travaillé sur des rapports de pont, etc. Mais le but, c'était de garder des trous plus petits entre chaque rapport les dernières années. Ouais. Et d'ailleurs, la boîte a été beaucoup plus costaud, parce qu'on a eu quand même des petits soucis avec la boîte 6 au départ. Mais la boîte 7 était beaucoup plus résistante au coup de vitesse, parce que moi j'appelais le levier à l'époque, quand je roulais et que je faisais des temps, c'était un punching ball, le levier de vitesse. Hein. On y tapait. On finissait avec des ampoules, enfin pas Benoît, mais moi je finissais avec des ampoules violettes dans la paume de main, tellement que voilà, on tapait dedans, on était hargneux. Hein. Toi aussi, Benoît, du coup, tu as connu la boîte 6 et la boîte 7, enfin la boîte 7 et la boîte 6, du coup, Tout à fait, c'est une très, très bonne question. Et j'ai même eu le choix à certaines courses de mettre ou la boîte 6 ou la boîte 7. Mais pour ma part, et je me souviens pour un Cévennes, j'ai préféré opter pour la boîte 6 parce que avec la boîte 7, ça me faisait conduire à une main, ça me faisait tourner le volant à une main. On avait tellement de changements de rapport que on en oubliait un peu de mettre sa deuxième main sur le volant. Et puis, il y avait une perte de motricité. Il y avait une montée en régime tellement rapide que je pense qu'on était mieux en motricité avec la boîte 6. Il faut savoir que le combat de toute l'équipe car, et Patrick, je pense que confirmera, le combat était la motricité. Hein. On avait 300 chevaux quand même sur 2 roues. Et il fallait vraiment. Alors, moi, j'ai fait 3 ans de Mégane en tout, 2 ans chez Joe Barroso, et puis une année chez Automeca. Ouais. Et tous nos essais étaient concentrés, en tout cas, la principale concentration, c'était vraiment cette motricité. Comment faire passer 300 chevaux sur 2 roues. Et le fait d'avoir une boîte 7, pour moi, j'avais le sentiment que c'était plutôt un désavantage. Ok. Merci pour ce. Alors, Fatou, je ne sais pas si tu nous entends. On perd un peu Patrick, on l'a repéré. Dans sa voiture. On va peut-être pouvoir Eric. Ah oui, on t'entend.
Alors, on voit que l'image est figée. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, Eric, de passer la petite vidéo? On avait préparé une petite vidéo pour le public, quand même, pour se faire un peu plaisir, parce que les KitKar, c'est aussi ça, hein, c'est des images magnifiques. Donc, Maxime, en régie, tu peux nous envoyer la vidéo et on va tenter de retrouver Patrick. Allez, ça va vous rappeler au bon souvenir. Hein. 99, je crois, celle-là. Bravo. Voilà, on a même vu passer Cyril Henny. Hein. Je pense que là aussi, vous vous rappelez très bien de Cyril. Hein. Alors, on ne sait pas si Patrick est là. En attendant de le retrouver, j'aurais noté quelque chose. La régie me fait part que Jean Ragnotti regarde le live. Donc, on pourrait saluer Jean, forcément, qui est un grand animateur de ces saisons, un petit peu plus tôt. Jean. Mais, voilà, Jean regarde le live. Donc, on le salue et on lui souhaite que tout aille bien pour lui. Est-ce que Patrick, tu es là? Est-ce que tu nous entends? Non, il doit être dans la descente du Turini, tu vois, juste avant l'arrivée là-bas. Je sais que ça passe pas trop. On va enchaîner sur 99, du coup, en attendant que Patrick revienne. Et on avait une question sur 98, on reviendra avec lui dès qu'il sera de retour. Donc 99, Bug champion et intraitable cette année-là. Benoît 4e du championnat. Et puis, non, Pascal, toi, tu ne roules pas en championnat, pas en KitKar cette année-là. Tu étais reparti en volant 106, si je dis pas de bêtises. En fait, c'est mon idée à moi. Mon père voulait pas, mais moi je voulais faire la coupe. Cette année-là, il y avait l'opportunité de pouvoir de gagner un volant avec, je crois que c'était une ou deux manches en 206 WRC en mondial l'année d'après. Et je voulais faire une formule de promotion. Bon, j'en avais fait une déjà avant, mais j'avais envie de me mettre là-dedans. Donc j'avais pas fait de la 306. Alors bon, on va me traiter de fou, mais c'était ce que je voulais. Je voulais faire la coupe 106, voilà. Donc cette année-là, j'étais parti en coupe. D'ailleurs, une coupe qui était vraiment très disputée parce qu'il y avait, comme toutes les formules de promotion, on était 7 ou 8 pilotes pour pouvoir gagner le volant. Et donc voilà, j'avais fait l'impasse cette année-là. Okay. Benoît, toi, c'est une deuxième année. Est-ce que c'est déjà une année de confirmation? Alors, c'est une année dramatique. Hein. C'est l'année où mon ami est disparu au Mont Blanc. On était au rallye du Mont Blanc. On était toutes les courses juste avant, on était en bagarre et on était deuxième ex-aequo au point près avec Marc Champeau. Et le drame qui s'est passé au Mont Blanc m'a complètement dépité et m'a fait perdre le goût de la fin de saison. Je n'avais plus aucun objectif à aller chercher et c'est pour ça qu'on finit 4e. Mais juste avant, c'était une bagarre incroyable. Marc avait quitté le team. Moi, j'étais resté chez Joe Barroso. Marc était passé sur la Subaru. Et c'était une bagarre incroyable entre lui et moi. On se battait donc pour les places d'honneur derrière les Citroën. Et on avait 74 points. Je crois que je bats au rallye d'avant au Rouergue pour quelques petites secondes, il me semble. Ou alors c'est lui, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, c'était une année un peu bizarre, mais c'est vrai que la manipulation de la voiture, je l'avais encore mieux, quoi. Hein. J'avais une saison dans les pattes, et c'est vrai que ça allait extrêmement vite. On était vraiment très très performants. J'ai des souvenirs, des passages incroyables ça allait à une vitesse de folie et j'avais en face de moi un Marc, je sais pas si vous en souvenez, il était très très spectaculaire avec sa Subaru, il faisait des glissades partout,
Et on voyait des traces. Et il arrêtait pas. Il avait des gros problèmes de pneus, lui d'ailleurs. Voilà, c'est une année un peu bizarre pour moi. C'est un peu confus tout ça. Ok, très bien. Un petit mot sur Jack Boyer, hein, qui t'accompagnait là sur ces 2 premières années en Mégane. Tout à fait. Très très bon copilote. On a vécu de belles courses ensemble, une belle complicité avec Jack. Quelqu'un qui est très précis, très pointu, très organisé. Ça m'a fait du bien. Hein. Moi, j'étais un peu plus fanfaron. Et d'avoir à côté Jack m'a vraiment fait beaucoup, beaucoup de bien et m'a fait grandir en tout cas. Merci Jack. Qui nous regarde peut-être, hein, pas de problème. Okay. Est-ce que Patrick, tu nous entends? On ne te voit pas, mais est-ce que tu nous entends? Moi, je vous entends. Je ne sais pas si vous m'entendez. On te voit pas, mais c'est pas très grave. Active la caméra. Sinon, si on a le son. Là, on en est arrivé à 2012 depuis que tu es parti, Patrick. Non, je rigole. On est en 99. Donc, toi, une année un peu bizarre. Et donc, si tu étais là, ça serait parfait. On va en parler. Donc, tu fais le charbot avec Citroën et après, tu pars avec quelques courses avec la Puma Kit-Car, un peu de la terre avec la Saxo. Bon. Là, Patrick, si tu nous entends. J'étais toujours là. Bon, la connexion est vraiment compliquée avec Patrick. Ouais. On entend les oiseaux. On entend les oiseaux, mais on ne t'entend pas, Patrick. Peut-être faudrait-il sortir de la voiture, du coup, hein, s'arrêter sur une aire de repos. Et justement, Guy décide de mettre plus qu'une voiture en championnat de France. Oui. Là, tu m'entends pas? Ouais, on t'entend un petit peu, oui. Voilà, ça va bien? Ouais, c'est bien, vas-y. Voilà, donc je disais, cette année-là, Guy décide de mettre plus qu'une voiture en championnat de France. Et donc, c'est pour Bug. Et moi, je devais faire les 2 premières manches à Kit-Car. Finalement, ça a été une. Et après, on a fait le développement de la Saxo. Et donc, j'ai fait Terre de Provence, où j'étais en tête jusqu'à 2 spéciales de l'arrivée. Et après, on a fait des rallyes un peu en Europe, notamment en Grèce, et pas mal de choses comme ça. Alors, c'était une année particulière, mais très sympa aussi, parce qu'on voyait d'autres rallyes et je faisais d'autres manches, donc c'était bien sympa. Ok. Et du coup, ce choix-là, comment tu as été contacté par Ford, du coup, pour la Puma? Philippe Dunabine, me voyant à pied, m'a proposé de faire 4 manches du championnat du monde avec une Saxo Kit-Car, une Puma Kit-Car. Et donc, j'ai demandé l'autorisation à Guy et Guy m'a dit non, il n'y a pas de problème, tu peux rouler avec. Sauf qu'eux, entre-temps, ils ont décidé de mettre Puras et Bug sur une Saxo et au San Remo, j'étais plus vite qu'eux, mais de beaucoup. Et la Puma, elle avait un peu des problèmes de fiabilité. Et donc, là, mes problèmes sont arrivés et on m'a demandé de choisir entre Citroën et Ford. Et moi, j'avais encore envie de courir, donc Ford me proposait des manches en mondial et le championnat d'Angleterre, donc j'ai préféré faire ça. Et je me suis bien amusé aussi en Angleterre, c'était différent, mais c'était pas mal. Voilà. Ok, ça marche. Très bien, merci Patrick. Eric, on va peut-être passer à l'année 2000. Qu'est-ce que tu en penses? On va enchaîner une année qui a souri à Benoît, mais aussi à Pascal. Ouais, alors là encore, c'est Bug qui est champion, hein, en 2000, mais Benoît est troisième du championnat de France cette année-là. Et Pascal Enjolras remporte le trophée Ferrodo. Il l'a évoqué tout à l'heure. Alors très rapidement, Pascal, c'était une victoire pas anodine en fait, hein, de gagner ce trophée. Hein. Ouais, c'était à cette époque-là. Je sais qu'on avait, j'avais eu, je crois, en 2000, j'avais eu un grave accident au début de ma saison. Que j'avais failli vraiment passer pas loin du truc, quoi, enfin du plus dur, quoi. Et on a eu la chance de pouvoir la réparer. C'était sur un rallye régional. J'avais ouvert en 0, enfin pas épilogué, mais c'était un accident et mentalement c'était pas facile. Donc on est reparti sur cette saison avec une nouvelle façon de travailler, de préparer les rallyes. Donc mentalement, j'étais quand même touché. Ça n'a pas été facile pour moi cette saison-là. J'en garde un très bon souvenir, mais la 306, c'était quand même une super voiture, quoi. Donc là, vraiment, c'était ma 2e année. Donc voilà, j'avais quand même beaucoup plus de facilité avec la voiture. Je venais de
la formule de promotion qui m'avait un peu permis de pouvoir chercher un peu plus de choses que j'avais besoin dans ma progression. Donc c'était une belle saison. Et puis oui, gagner le trophée, c'est toujours pour un amateur comme moi, c'était valorisant pour mes partenaires, pour moi, pour toute l'équipe, quoi. Ouais. Benoît, alors toi, c'est la 3e année. Du coup, il n'y a plus Jack à tes côtés, il y a Xavier Panseri. Ouais. Cette 3e année, là aussi, tu retrouves le moral, la niaque. Bon, évidemment, hein, Marc Champeau est probablement toujours dans un petit coin de ta tête, mais est-ce que là, ouais, tu redémarres une saison vraiment à bloc? Ah oui, oui, complètement, parce que alors en plus on change d'équipe. Hein, je suis plus chez Jo, je suis chez Automeca. Et il faut savoir que Automeca sont champions en titre à ce moment-là du championnat d'Angleterre avec Tapio Lokanen sur terre. Donc ils ont vraiment des références très très bonnes et nouvelle déco, nouveau copilote Xavier Poncery. J'ai passé une super année avec lui, c'était vraiment génial. Et on s'est battu comme il faut et on a surtout, grâce à Automeca, fait énormément d'essais pour une écurie privée comme la nôtre. Je crois que j'ai dû faire 5 ou 6 000 kilomètres d'essais. On était en essai, on partait beaucoup en Isère et encore une fois, on travaillait beaucoup sur la motricité. Mais j'avais une évolution, en tout cas, il y avait une autre direction technique qui avait son importance. C'est le fait d'avoir des trains arrière non pas rigides mais indépendants sur une Mégane. Alors je sais pas comment étaient confectionnés les Peugeot, mais là pour nous c'était complètement novateur d'utiliser ça. En termes d'absorption verticale, c'était bien sûr bien meilleur parce que ça épousait beaucoup ce qu'on appelle le vertical, les bosses. Et puis en termes de motricité, ça nous a donné encore beaucoup plus de possibilités de réglage. Et ça a été une année technique pour moi qui m'a fait vraiment grandir avec Automeca et tout leur savoir-faire et tout leur bagage technique qu'ils m'ont transmis. Vraiment, vraiment une très très belle année. Voilà, des belles couleurs, une belle voiture bleu, blanc, rouge. C'est vraiment sympa. Est-ce que Benoît, on sait que voilà, tu as toujours été privé. Est-ce que tu as été approché à un moment par les usines? Est-ce qu'il y a eu des contacts? Alors oui, j'en ai eu beaucoup, avec Guy Fréquin notamment, à un moment, pour peut-être rouler sur des Citroën. Il faut savoir qu'on a été semi-officiel quand même l'année d'après avec Subaru. On a été également semi-officiel avec Patrick sur la Puma, hein, en championnat du monde junior. Donc voilà, j'ai toujours eu un petit pied, même là avec les Mégane, où il y avait quand même Renault derrière qui nous faisait l'accès à des pièces, à des évolutions. J'ai toujours eu un petit pied, j'étais un semi-privé, quoi, hein, semi-officiel. Parlez-nous tous les deux de cette Puma Kit Car. Je suis sûr que vous avez des dossiers là. Patou, Benoît. Je crois que c'était pas la voiture la plus fiable qu'il y avait sur le marché. Mais alors, toi, tu as roulé avec la Super 500 ou avec la Kit Car, Benoît? Avec la Super 500? Avec la Super 500, on faisait équipe ensemble avec Duval. Ouais. Non, mais ma question, parce que moi, pour parler de la Kit Car, ça marchait super bien. Parce qu'on avait l'anti-patinage. Pour parler de régime moteur, ça prenait plus de 10 000 une Puma Kit Car. Donc la Puma Kit Car, ça marchait pas trop mal. Par contre, la Super 1600, ce qu'avait fait Philippe Dunabine, c'est en fait la réglementation disait qu'on pouvait faire une voiture, fallait faire une voiture à 100 000 euros et 100 000 euros hors taxe. Mais sauf que par exemple une Clio ou une Saxo, ça valait 3 fois ce prix-là. Hein. Et donc forcément, on n'avait pas une voiture hyper performante et on a eu des années un peu difficiles. Ça tombe bien. Excusez-moi, je vais vous couper parce qu'on parle de Puma Kit Car et quand on parle de Puma Kit Car, qui est-ce qui arrive dans la conversation? Je vais vous le laisser découvrir à l'image parce que c'est peut-être quelque chose que personne ne connaît et même lui s'en souvient peut-être pas, mais il a roulé en Puma Kit Car. C'est Sébastien Loeb. Bonjour Seb. Salut. Salut Seb. Salut.
On a fait un rendez-vous d'anciens là aujourd'hui ou quoi? Donc là, Seb qui rejoint l'émission, on a attaqué par les années 97, 98, 99, on a attaqué les années 2000, donc tu arrives pile poil au bon moment. Et justement, lien parfait, ils étaient en train de parler de la Puma Kit Car. Personne sans doute qu'on va parler de ça avec toi, mais en fin 99, tu as quand même fait un rallye avec la Puma Kit Car. C'est vrai? Tu crois? Non, mais vraiment. Oui, vraiment, c'était le Mémorial Bettega et les essais apparemment, d'après Patrick, tu as même fait des essais à Saint-André-les-Alpes. Non, mais en fait, c'est la première Kit Car dans laquelle j'ai roulé, je crois. À peu de choses près. La première voiture qui pouvait être peut-être un contrat officiel, parce que je me rappelle, j'étais parti en Angleterre les rencontrer, ils m'avaient fait venir, j'ai fait des essais sur un aérodrome avec la caisse. Je parlais pas un mot d'anglais, j'avais un mec avec moi qui me traduisait ce qu'il me racontait et tout. C'était des bons souvenirs et c'était tout au début. Donc toi, en fait, tu es le seul à en garder un bon souvenir pour le coup. Ouais, ça doit être ça, ouais. Avant d'enchaîner, et on reviendra du coup un petit peu en arrière sur l'année 99 avec toi, Seb, on a une vidéo à passer. On te laisse la regarder et après on va te poser une question, Seb. Bon, Seb, 98, cette Hyundai Kit Car, donc c'est la 22e de notre longue liste. Mais explique-nous, là, comment tu as pu louper une carrière avec une Hyundai Kit Car dans ces années-là? Ça ferait 20 ans que tu serais avec les Coréens aujourd'hui. Ouais, mais non, ça va, hein, en fait. J'arrive à m'en passer. Hein. D'ailleurs, on a voulu m'en refourguer une pour faire un rallye historique. On voulait déjà pas non plus, en fait, hein. En fait, pour t'expliquer, en début d'émission, on a listé les 21 qui existaient. À regarder rouler, là, c'était pas mal. Ça fait du bruit et tout, c'était pas si mal. Ah ouais. C'est pas très, très beau comme voiture, mais je préfère quand même celle que j'ai maintenant. Ouais. En fait, on s'est dit que contractuellement, avec Hyundai, c'était mieux qu'on parle de Hyundai plutôt que de revenir sur les années Citroën. Donc, voilà, tu vas avoir 20 minutes pour nous parler de cette voiture. Non, je plaisante. Mais c'était la seule qu'on n'avait pas présentée. Donc, c'est la 22e Kit Car de la liste. Et on l'avait gardée pour toi en petit cadeau. On va reparler plus sérieusement des années. On va revenir vite fait sur 98-99 avec toi. Tes premières années avec la Saxo Kit Car, les souvenirs qui t'en restent. On va en voir quelques-unes en photo, là, les Saxo. Ah il me reste plein de souvenirs de ces années-là parce que c'était presque les plus. Attends, on me voit pas, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est mieux dans ce sens ou pas? C'est mieux dans l'autre sens. Ouais. C'est mieux dans l'autre sens, mais mieux centré, quoi. Voilà, ok. Ouais. Non, je disais, j'en garde des super souvenirs parce que c'était le tout début. Je savais pas encore où j'allais. À partir du moment où j'étais en 2004, j'ai gagné le titre, ou même en 2003 quand j'étais officiel sur un championnat complet. Ma carrière est un peu tracée, alors que les années d'avant, je franchissais des échelons d'année en année. Au début, c'était une 106 Group N. Ensuite, quand la première fois que je suis monté dans une Saxo Kit Car, je me suis dit putain, c'est un avion de chasse. Et puis, il a fallu se battre à chaque fois, franchir des étapes. Il y a eu l'année où j'ai pensé que tout s'arrêtait là. C'était avant de rouler avec celle qu'on voit à l'écran, la jaune, là, quand ça devait être 98, dernier rallye de la Ronde Sévenol. La Ronde Sévenol, je sais plus, c'était le dernier. Non, c'était pas le dernier rallye. Mais je sors à la Ronde Sévenol en course. La voiture est cassée, mais elle est assurée. On la répare. Ça repart. On finit par la voiture est prête pour le Rouergue. Rouergue, là, je roule en essai. Comme elle venait d'être remontée complète et tout, elle ratatouille un peu. On insiste. Bam, je la casse. Par contre, en essai, pas d'assurance. Donc plus de voitures de course, pas d'assurance, pas d'argent, pas de sponsor. Et j'étais juste à la période où on se disait ça y est, ça va peut-être partir. Hein, je vais peut-être évoluer. Et puis là, d'un coup, tout s'arrête, plus de rallye. Et grâce à un partenaire qui nous a aidés, un concessionnaire Citroën, peut-être que vous connaissez, Pariso du secteur de Mâcon, qui a décidé de nous payer la moitié des réparations et ça a réussi à repartir. Mais c'était c'est les moments les plus difficiles que j'ai vécu, quoi.
Par contre, voilà, le fait d'accéder d'année en année à des nouvelles voitures, à des nouvelles catégories, c'était du bonheur. La première fois que je suis monté dans une Xara Kit Car, j'avais l'impression que ça prenait une vitesse de fou. Et ainsi de suite, quoi. Donc, c'était la découverte, mais c'était top. On va y venir. Sur la Terre, là aussi, c'est très formateur. Et puis, il fallait y aller, quoi. Hein. Il n'y avait pas le choix. Sur la Terre? Ouais, ça, c'était en 2000, du coup. Ouais, quand je suis allé, je crois qu'au début, je suis allé faire en 2000 en championnat de France Terre, ça c'était vachement intéressant, effectivement. C'était une super expérience dans le sens qu'on n'avait pas de reconnaissance, enfin, un passage de reconnaissance. Donc, c'était pas 10 passages, on connaît le virage par cœur. C'était vraiment de l'improvisation, et ça, je pense que il fallait passer par là pour être capable après de rouler bien avec 2 passages en mondial, quoi. Et puis, ouais, c'était une bonne expérience. La Terre, de toute façon, le championnat du monde, il y a beaucoup de rallye terre. Donc, on est obligé, si on a des ambitions en mondial, de passer par une préparation sur la Terre. Patou nous disait qu'elle était plutôt simple à piloter. Alors, ça bougeait beaucoup, mais plutôt simple à piloter. Tu confirmes un petit peu? Tu me parles de quoi? De la Saxo Kit Car. Ouais. Passe-Patou est déjà monté avec moi dans la Hyundai aussi. Alors, oui. Mais ça avait l'air simple aussi. Hein, c'est simple, hein? Ça avait l'air simple, ouais. Par contre, je serais capable de le faire, mais ça avait l'air simple. Pour toi. Non, mais la Saxo, c'était une voiture hyper joueuse. Elle était carrée, en fait. Donc, on est arrivé à la placer. Elle était hyper réactive. Donc, pour jouer avec sur la Terre, c'était une caisse super, ouais. Ok, vite, on reste là, on est encore sur l'année 2000. En fait, l'émission, on fait année par année, donc on attaquera 2001, on parlera de l'année. On va pas jusque 2020 là. Non, t'inquiète pas, tu vas pouvoir aller manger bientôt, on va faire vite. Non, l'année 2000, 2 courses avec la Mégane, comment se sont. Alors, on sait qu'on a parlé longtemps de Marc Champeau tout à l'heure, et donc là, c'était sur l'initiative de Jean-Pierre notamment. Là, on voit une photo, alors c'est au Rouergue, et il y a un fameux Guy Fréquelin qui t'observe avec cette Mégane. Comment, à l'époque, tu pouvais rouler sur la terre avec Citroën, et il t'avait laissé l'opportunité de rouler avec la Mégane sur l'asphalte, sur 2 courses? Effectivement, ouais. En fait, c'était une période où on essayait de convaincre Guy Fréquelin justement qu'il me donne ma chance en championnat de France avec une Xara. L'idée était là. Par contre, il n'était pas toujours facile à convaincre. Hein. Une fois qu'il était convaincu de quelque chose, c'était bien, mais avant qu'il le soit vraiment, c'était pas forcément simple. Et donc j'avais tout gagné avec la Saxo, que ce soit sur l'asphalte, sur la terre. Mais il n'était pas persuadé qu'avec un 2 litres, je serais capable d'aller vite aussi. Parce que c'était trop difficile. Et donc, à l'époque, j'étais proche de Jean-Pierre Champeau, hein, qui m'avait beaucoup soutenu aussi, et qui m'a dit, tiens, s'il faut lui montrer que tu sais rouler avec une 2 litres, on va louer une 2 litres, et puis tu vas rouler avec une 2 litres. Et donc, l'idée était partie de là, et effectivement, c'était Jean-Pierre qui m'avait permis de rouler, de faire ses piges en kit car pour essayer de montrer à Guy que j'étais capable aussi de rester sur la route et de conduire une voiture à 2 litres. Comment vous l'avez vu arriver, Pascal, Benoît, comment tu as vu arriver, toi qui roulais déjà avec la Mégane, le petit jeune là, qui en plus qui vient de la même région que toi, tu te rappelles de ce rallye-là, du Rouergue? Je m'en souviens très très bien, ouais, ça faisait un adversaire supplémentaire et de taille. Donc on s'est battu, je crois même que l'année-là, je crois qu'il y avait Jordan également au Rouergue. Donc il y avait vraiment 3 ou 4 très belles Méganes comme ça qui allaient très très vite. Serge Jordan allait vraiment très vite également. C'était même une très très belle référence. Et l'arrivée de Seb, bien évidemment, compliquait l'affaire. Hein, c'est sûr hein, que je l'avais mal vu. Hein, c'est évident. Et toi, Pascal? Moi, comme Benoît, on était très content de voir encore un nouveau adversaire, même si c'est toujours pas évident de se dire que plus c'est difficile, plus ça devient difficile de pouvoir espérer à quelque chose. Mais c'est vrai que c'était bien de voir Seb arriver avec la Mégane, encore un adversaire supplémentaire, surtout avec les kit cars. Quand il fallait pousser avec la voiture, c'était avec plusieurs adversaires, c'était jamais facile, quoi, parce qu'à l'arrivée, tu penses que t'as fait un super temps, mais bon, quand tu as plusieurs pilotes, c'est
c'est difficile quoi de forcer le destin la spéciale suivante quoi. Alors bien évidemment qu'on était super content de voir Seb arriver quoi. Mais moi j'ai une question parce que pour revenir dans le contexte dans les années, donc là c'était en 2000, vous dites tous, pardon, on a vu arriver Seb, mais sauf que Seb n'était pas Seb à l'époque, c'était plus Pascal Enjolras, c'était eux en fait, c'est lui qui aurait dû avoir peur de vous et pas l'inverse. Bah justement, c'est pour ça que je dirais que moi Seb on est souvent au téléphone, mais on a quand même gardé un bon contact. Mais je pense que c'est quand même une personne voilà qui était normale à l'époque et Il est plus. C'est bien qui est devenu ce qui est devenu, mais à cette époque-là, voilà, on savait pas qu'il allait être 9 fois champion du monde, donc c'était un adversaire, mais c'était un copain, et moi j'ai le souvenir même avant que tu sois avec la Saxo, venir me demander comment tu t'entraînes avec si on doit passer avec la boîte séquentielle. Alors je crois que je t'avais dit à l'époque, tu étais en Saxo, hein, c'était Kit Car, et c'était la boîte en H, non, c'est ça? Ouais, au début, ouais. Tu m'avais demandé comment je m'entraînais. Alors moi je dis je peux pas trop rouler, j'ai pas trop de budget avec la 306 et je dis t'achètes un kart et avec un kart 125, moi c'est ce que je fais. Je sais pas si tu t'en souviens, mais moi je m'en rappelle. Ouais. Et voilà, je pense qu'on avait des bonnes relations entre les pilotes et chacun avait ses objectifs, mais il y avait une bonne ambiance quand même quoi. Ouais, ça c'est vrai ce que tu dis Pascal, c'est qu'il y avait vraiment une très très bonne ambiance entre nous tous. Et on se tirait certes des très belles bourres les jours de course, mais toutes les reconnaissances, ça se passait vraiment super bien. Et l'arrivée de Sébastien, il avait quand même déjà une petite réputation de pilote véloce très rapide. C'est ça. Ouais, et le fait de le voir monter dans une grosse voiture à l'époque, ça faisait vraiment un adversaire. De toute façon, on l'a vu dès les premiers chronos. Que ça allait être quelqu'un qui allait brouiller les cartes. Enfin, exactement. Patrick, toi, de quelle manière vous avez vu arriver Seb? Vous êtes un peu les parrains, on peut appeler ça comme ça, à l'époque. Oui, Seb, je crois qu'on a eu fait une séance d'essai en Saxo T4 ensemble, enfin en décalé, mais ensemble. Mais je pense que surtout que Seb a jamais eu peur de personne, quoi. C'est surtout ça, quoi. Et c'est toujours les autres qui ont eu peur de lui. Moi, j'avais toujours juste à prouver, en fait. C'est quelque part, à cette époque-là, c'est ce que je dis, c'est ce qui était sympa, c'est que j'arrivais pour prouver. Donc, quelle que soit la catégorie, c'était l'évolution. C'est plus sympa quand tu arrives en tant que jeune pilote qui est là pour prouver qu'en tant que mec installé et qu'il y en a qui viennent t'emmerder au final. Donc, c'est ça. Ouais, c'est sûr. Bon, il y avait Cyril Henny aussi cette année-là. Ouais, quand je suis venu à la Mégane, il y avait Cyril Henny. Ouais, on l'a vu tout à l'heure. Alors, on a prévu un petit jeu, c'est toujours pour les passionnés et vous, ça va vous faire plaisir. On a appelé ça la minute symphonique. Donc, on va vous faire deviner des sons, tout simplement, à vous de dire quelle voiture. Alors, on écoute le premier si Max est prêt à la régie. 306 Maxi. Non, attends, ça recommence. Non, Saxo. Ouais. Bravo pour cette Maxime. Donc, allez, la deuxième. C'était quoi au final? Sarah. Mégane. Sarah ou Mégane? Il y avait un petit piège là. Clio? C'était une Puma Kit Car. Alors, pour vous défendre, on entend un peu un beau bruit quand même. Qu'est-ce qui passe. Ça faisait un beau bruit, hein, Patrick. Hein. Il a fait que de critiquer depuis tout à l'heure, mais ça fait un beau bruit. J'ai dit que la Kit Car ça marchait bien, moi. C'est vrai. La Kit Car ça marchait bien. Allez, la deuxième. On enchaîne et là, je suis sûr que vous avez tous trouvé. Ouais.
Ce bruit là, vous l'avez pas reconnu là? Si, pas tout à parler, je crois. Ah, la Clio, la Clio Mégane, Kit Car. Ah, la Clio, c'était la Clio. Ah ouais, c'est pareil, même moteur. Hein. Bon, allez, Ouais, là, ouais. c'est un bruit. Là, alors là, c'est aussi un autre piège parce que c'est deux voitures qui faisaient le même bruit. Allez, le prochain. Bon, c'était la C'est Xara. beau, Ouais, c'était la Xara, ouais. En fait, c'est quand elles arrivent de l'intérieur, face, elle ne faisait pas le même bruit. Hein. C'est vrai. De l'intérieur, elle ne faisait pas le même bruit. Hein. Allez, la prochaine, il en reste plus que 3. Allez, la prochaine. Pour toi, ça, Pascal. Ça, c'est de la merde. Ça Hein. parle à Pascal. Ouais. Là, ça pompait. Hein. Là, ça pompait. Hein. C'est toi, Pascal, là. Ah ouais. 106 Kit Car. J'allais dire. Ah, ouais, 106. Ah ouais. Ouais. Et c'est ta 106 en plus. Ouais, c'est la tienne. Et donc, ça a dit que c'était de la merde. Hein. Je vous laisse régler ça après. Oh, c'est super voiture. Allez, l'avant-dernière. Bon, c'est celle qui nous a tous fait rêver. Je vous aide un peu. Ça fait quand même le plus gros bruit. Ça, c'était même, je dirais même qu'elle était préparée dans les ateliers d'Enjolras, celle-là. On l'a reconnue. Le bruit et même la levée de pied, on entend la transmission. La boîte à vitesse. Ouais. La boîte à vitesse, ouais, exact. Bon, allez, et puis on pouvait pas finir sans faire plaisir à Benoît, la dernière. Merci. C'est quand même pas un jeu, la Mégane. Allez, voilà. C'était la Mégane. Il y avait même la coupure. Ce petit claquement, là, c'est pour chouette. connaître la Mégane. Tout à fait. Bon, voilà, c'était la petite minute décalée de Confine Live. On enchaîne du coup sur la saison 2001 et ça sera la dernière. Une saison où Seb, tu deviens champion devant Pascal. Devant Pascal. Une saison où tu es un peu le seul officiel et clairement une année charnière pour toi cette année 2001 avec des multiples programmes entre la France, le JWRC, tes premiers pas avec Citroën, avec la WRC, mais on va vraiment rester sur le championnat de France et la Xara. Ouais, c'était une question. Ouais, c'est une question. Ouais. Alors, t'inquiète pas, après, j'en aurai des questions. On va parler de effectivement, mais là, sur la saison globale. Ouais, non, mais effectivement, pour enchaîner, j'avais donc fait les deux courses en Mégane en 2000, hein, c'est ça. Et fin d'année, grâce finalement à tout ce que j'avais fait cette année-là, je fais le VAR avec la Xara officielle. Tout à fait. Parce que Philippe Bug avait déjà gagné le championnat à ce moment-là. Et donc, Fréquelin avait fini par me filer la Xara pour le VAR, que je gagne dans des conditions très compliquées. Comme l'année dernière, autant d'eau que l'année dernière presque, non? Ouais, peut-être pas autant. On n'avait pas des rivières comme on a eu l'an dernier, mais c'était très très compliqué et je finis par gagner devant Jordan justement et puis ça m'avait permis de convaincre Freck de me donner un petit peu plus l'année d'après et puis là j'ai eu le contrat en championnat de France avec une voiture semi-officielle préparée en Espagne mais c'est une Xara Kit Car quand même et donc je fais quasiment tout le championnat. Ça s'est arrêté un peu avant la fin, je crois que j'avais gagné le titre avant la fin. Effectivement, j'étais le seul officiel. Je me rappelle que effectivement mon adversaire principal c'était Pascal. J'ai réussi parfois à me mettre quelques boîtes en étant tout seul devant aussi parce que j'en faisais un peu trop de temps en temps. Mais c'est sympa. Le championnat de France, j'en ai des bons souvenirs. C'est des voitures sympas. La Kit Car, c'était une super caisse, des belles routes. On s'est fait beaucoup bien plaisir, quoi. Ouais, justement, rapidement à Surwerg, justement, sur Rallye du Rouergue, donc Seb, au bout de 4 spéciales, tu as 1 minute 50 d'avance, donc voilà. Dans Moïrazès, dans la spéciale, tu signes le scratch avec 43 secondes d'avance sur Jean-Marie Cuyoc. Tu sors pas au point de stop. Ouais, c'est ça. et Pascal, en fait, cette spéciale-là, tu passes du coup virtuellement en tête du rallye et tu perds aussi 2 minutes dans la même spéciale, dans le premier passage de Moïrazès. Qu'est-ce qui t'était arrivé?
Et en fait, je crois que j'étais deuxième du rallye là, à ce moment-là. Tu étais deuxième derrière Seb. Seb sort, Ouais. du coup, tu es virtuellement en tête, mais il t'arrive aussi un problème dans Moirazès. Ouais, j'avais pas mal d'avance sur le troisième. Je crois que c'était Jean-Marie, il me C'est semble. Jean-Marie, tout à fait. Ça, ouais. Et en fait, dans cette spéciale-là, j'avais envie de faire un gros coup. Et puis finalement, dans un virage, juste, je sais pas, mi-spécial ou 2 tiers de la spéciale, j'ai tiré droit et je me suis posé dans un fossé. Et à cette époque-là, j'avais appelé mon copilote, c'était Pierre-Bernard Guérin, qui est d'ailleurs décédé l'année d'après, qui était mon copilote, qui était un ami, et qui m'a dit, moi je défais les harnais, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, ben, c'est fini. Il me dit, mais non, on va la sortir la voiture. Je dis, mais comment tu vas la sortir? Il me dit, ben, on va ressortir plus loin, t'inquiète pas. Lui, il avait fait du trial à l'époque. Et... Avec une 306. Ouais. Et on essayait de remonter dans le fossé à travers la montagne, sans personne, sans spectateurs. Je sais pas comment il a fait. Il était lever de vache aussi, non? Il était au lever de vache aussi. Ouais. Et on avait réussi à sortir, on était reparti et c'est vrai effectivement, alors je m'en étais voulu parce que j'avais vu Seb était malheureusement dans le droit de l'arrivée. Je crois que c'est ça, hein, Seb, t'étais c'est un droit vers l'arrivée. Ouais, un peu entre les deux, ouais, je crois. Il y avait un gauche, la ligne d'arrivée, et j'avais passé le droite, ouais. Voilà, et lui était sorti, moi j'avais perdu, je crois, plus de 2 minutes. Et à cette époque-là, je pensais encore gagner le rallye parce que je m'étais dit, j'avais 1 minute et quelques d'avance, de retard. Et comme j'étais né dans l'Aveyron, je m'étais dit que de toute façon, il y a un signe, je vais gagner le rallye. Donc j'avais continué à attaquer, j'avais remonté les 1 minute et quelques à Jean-Marie Kioch. Je crois que j'étais arrivé à l'arrivée du rallye, je sais pas, peut-être que vous avez 10 ou 12 secondes, je crois, on a regardé hier. Mais même dans la dernière, j'ai cru encore, j'ai remonté, j'ai dit, bon, je vais aller le chercher, il y a toujours un espoir, et puis finalement, non, je finis deuxième, mais c'était un sacré souvenir, surtout un rallye comme le Rouergue avec une 306 Maxi, dans des conditions comme on les faisait à l'époque, il y avait pas mal de spectateurs, et les routes étaient belles, il y avait du goudron, bon, il y avait du grip, mais des fois il y avait un peu de noir luisant, donc c'était pas facile, mais c'était vraiment un beau rallye, quoi, un beau souvenir. Ouais. Okay. On a trouvé un autre lien dans cette saison-là, et désolé Seb, ça va pas encore être à ton avantage, mais comme tu es arrivé un petit peu en retard, tant pis, on a moins de scrupules, mais c'est le Touquet, pareil, voilà, de l'avance, un freinage, une botte de paille qui traîne au milieu de la route, et la course s'arrête là. Pour la petite histoire, c'est Benoît qui gagne le rallye, alors c'était pas en kit-car, c'était avec la WRC, et Pascal fait deuxième derrière Benoît, donc voilà, un petit... Benoît, ce rallye, est-ce que un petit souvenir, même si c'était pas avec la kit-car, voilà, ce Touquet? Bah oui, c'est un beau souvenir pour moi. Je suis désolé, Seb. On a le prologue, on a un prologue la veille, et là pour le coup, j'avais encore un peu plus d'expérience que Seb à l'époque, et le prologue, j'ai fait en sorte de pas trop le forcer parce que je voulais pas ouvrir la route le lendemain. C'était un Touquet très pluvieux, et on connaît les difficultés de ces routes et les pièges qu'il y a dans ce rallye. Et voilà, et Seb malheureusement se fait piéger, malheureusement pour lui. Il se fait piéger dans une botte de paille sur un freinage où en fait, au moment où on touchait les freins, on accélérait presque. Et donc il partait devant moi, il prend la botte de paille, et à tel point que Seb me fait signe, je vois qu'il y a un problème, je vois qu'il est en panne, ça fumait. Et donc je dois freiner peut-être 200 mètres plus tôt que prévu. Et là, j'ai eu moi aussi du mal à m'arrêter. Donc, c'était vraiment un piège à la con. On arrivait en 6e, hein, ça arrivait très, très fort. Donc, on gagne la course. C'est ma première victoire en championnat de France. Et c'est pour moi, c'était l'appel avec Subaru. C'est ce qui a engendré la saison d'après avec Subaru et le titre de champion de France la saison d'après. Donc, c'est plutôt un beau souvenir pour moi, et je suis content que Pascal ait partagé le podium en plus, c'est sympa. Ouais, moi ça a été un des plus beaux aussi souvenirs parce que le Touquet c'était quand même un rallye à part. Il y avait des routes quand même très glissantes. Je crois que même on roulait beaucoup à fond d'essuie-glace, donc il y avait pas mal d'endroits où c'était pas facile. Et je sais que je me rappelle l'accident que Seb avait eu. Heureusement que Daniel était un peu en arrière, mais beaucoup en arrière, pour nous dire calmos, parce que s'il n'avait pas été là, je crois qu'on serait tous empilés sur Seb à la queue leu.
parce que c'était vraiment un piège. Même en freinant tôt, ça avait été juste pour m'arrêter, quoi. Donc c'était vraiment très difficile. Et c'est un rallye où moi j'ai pris énormément de plaisir. Je me souviens que à cette époque-là, les kit cars, c'était pas le rallye le plus facile à mettre en avant les euromotrices. Et j'avais fait un super rallye. Il y avait pas mal de 4 roues et moi, c'était presque comme une victoire de finir deuxième derrière Benoît avec la Subaru. Bon, encore une fois, deuxième pour moi, c'est encore rageant, mais c'est vrai que j'aurais aimé en gagner une cette année-là, quoi. Voilà, j'avais vraiment envie de. Le Touquet était quand même une victoire, quand même. Ça a été un très très beau rallye, ouais. Super, merci beaucoup pour tous ces souvenirs remémorés. Alors, on avait envie, pour finir, de parler de l'époque moderne, c'est-à-dire ce que vous faites aujourd'hui chacun. Et donc, Mathieu va enchaîner avec Seb. Ouais, Seb, on va pas reparler du Hyundai, on en a parlé la dernière fois. On va parler rapidement. Tout le monde attend de savoir ce que devient cette 306. Et on sait que contractuellement, tu peux pas rouler avec, mais est-ce que ça te démange de la ressortir? Et si ça te démange trop le kit-car, on peut se débrouiller chez Confin Live à trouver une annonce de cette Hyundai coupée kit-car. Non, ça va, mais sinon on n'a qu'à se refaire tous un rallye avec une kit-car. On est tous là. L'année prochaine, on en choisit un, on le fait pour s'amuser. Ça a été proposé par un organisateur sur le Super 1600. Hein, donc l'idée, l'organisateur peut lui aussi, un organisateur peut éventuellement vous inviter à venir faire un tour. Justement, pour ma part, depuis une semaine, je suis en contact avec un client et le client veut me faire rouler sur sa 306 Maxi, donc pourquoi pas. Voilà. Benoît, tu serais partant pour un petit rallye je serais partant et alors je connais bien les Mégane, c'est vrai, mais j'ai jamais roulé sur une 306 et voilà, Pascal, si tu en as une deuxième, ça me ferait bien plaisir aussi. Mais non, j'aurais adoré essayer cette voiture, c'est vrai. J'aurais adoré. Donc, je suis partant. Allez, partant. Patrick, tu dirais pas non, toi? Si c'est une coupe 306, faut trouver une 306, quoi. Parce que, moi, une Xara, ça me va bien. Hein. Je pense que c'est pas mal aussi, quoi. Voilà. Pour rester un peu dans la marque qui nous a fait connaître, quoi. Bon, Seb, le moteur s'est refait, donc elle est prête à courir, là, du coup? La mienne, elle est prête, ouais. Okay. Est-ce qu'il prend 10 000 maintenant, Seb? Au rétrogradage, il prend 12. Parce que Pascal, il parlait de 9008, alors donc ça doit être. La mienne, elle était à 9006, la mienne. Mais après, tu le mets un peu où tu veux, hein, ton limiteur. C'est ça. Par contre, effectivement, comme il dit, à la rétro, ça arrive souvent de faire du 11 000. Hein. Mais ça pour rigoler, j'essaie quand même de pas le faire, mais bon. Ouais. Tu l'as fait un peu trop au VAR, peut-être un ou deux freinages. Non, c'était l'usure. Non. C'était l'usure. Moi, j'ai fait ça une fois au rallye d'Alsace, je crois, et je pense que le moteur, il n'a pas aimé. Et Jean-Claude Vocard non plus. Hein. Ouais. Et Guy non plus, hein. Guy non plus. Bon. Guy le prenait mieux quand même. Il savait ce que c'était conduire une voiture. Les ingés, ça les fait moins rire quand tu prends le moteur dans la gueule. Bon, Pascal, toi, ton nouveau job, même si c'est quand même ancien, mais voilà, tu mènes une structure, un CPI, Onyx, Enjolras, Racing et tout ça. Parle-nous un petit peu de ça te prend du temps plein. Hein, c'est 24 sur 24, là, le team. Ah ouais, c'est 24 sur 24, c'est super motivant. Bon, c'est vrai que la structure on a beaucoup par le passé eu beaucoup de choses à faire, mais c'est vrai qu'en ce moment, la période est encore un peu plus difficile. Donc, avec ce qui se passe en ce moment, et on n'a pas le choix, donc il faut encore être un peu plus 24 heures sur 24 à fond. Mais c'est vrai que c'est un métier prenant et passionnant. Moi, vraiment, j'apprécie beaucoup tout ce qu'on fait. Et puis bon, donner un peu aussi tout le savoir. On parle des années kit car, mais c'est vrai que c'est toutes ces années-là où j'ai beaucoup appris en termes de pilote, mais en termes de réglage, en termes de technique. Et malgré tout, dans mon travail aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai de pilote et de tout ce que j'ai appris dans la technique sur la préparation des voitures, grâce à mon père et à beaucoup de personnes aussi qui étaient autour de nous à l'époque de Peugeot,
Donc aujourd'hui, j'essaie de le donner à mes clients et aux gens qui veulent venir chez nous pour mettre au point leur voiture ou de la rénovation et même de la location parce que on n'a pas le choix aujourd'hui. L'activité, il faut elle soit diverse. On peut plus être spécialiste. Il faut innover. C'est pour ça que là, en ce moment, je suis en train même de penser à faire un peu plus que le rallye, parce que même si c'est notre passion, avec mon père et tout ce qu'on a fait, je crois qu'aujourd'hui, malgré mon frère que j'ai perdu dans le circuit, on n'avait pas envie d'y aller. Et je crois qu'aujourd'hui, ben voilà, je suis en train d'essayer de voir un peu d'ouvrir les pistes un peu plus que le rallye, pardon. Et c'est prenant et voilà, je suis content d'être dans ma passion, quoi, de vivre de ma passion, quoi. Pascal, j'ai une dernière question lors d'un point stop ou des nombreux points stop où on a pu discuter un petit peu. Un jour, tu m'as dit, tu as de quoi monter une 306 Kit Car toute neuve, c'est-à-dire qu'avec les années de ton père, vous avez les pièces pour remonter une voiture neuve. C'est toujours encore le cas, ça? Plus maintenant parce que en fait on en a fait quand même quelques-unes, donc autour il y a plus grand chose, mais là c'est vrai qu'en ce moment on est en train d'essayer de trouver des idées pour essayer de faire des montages de voitures. Bon, on a quand même la chance à l'époque de Peugeot d'avoir été le concepteur des caisses, c'est-à-dire qu'en fait Mater depuis très longtemps font les coques pour les constructeurs, mais à l'époque de Peugeot on avait eu le label de pouvoir faire les caisses d'usine. Donc, il n'y a pas longtemps encore, on a fait une caisse avec la collaboration de Mater, la famille Kouni, et on a fait une 306 pour un client. Donc, encore aujourd'hui, on peut en faire. Alors, c'est moins évident parce que les pièces sont rares, mais ça reste faisable, quoi. Okay. Après, c'est sûr que aujourd'hui, en tant que responsable d'Intime, mon rêve absolu, ce serait de pouvoir trouver 2 306 maxi, de pouvoir ramener François et Gilles sur une épreuve et essayer de faire un retour en arrière, voilà, avec les deux pilotes. Ok, merci. Et ils ne seront pas que deux, hein. De ce qu'on a compris, vous ne serez pas que deux. Hein. Là, il y a un paquet de 306. Ah ben là, oui, exactement. S'il y a Benoît, s'il y a Seb, ça va être encore plus génial. En tout cas, toi, de trouver des caisses. Hein. Toi qui es le mieux placé pour trouver 306. Patrick, toi, il y en a un dans cette émission là qui t'a sorti un peu de ta retraite là ces dernières années. Tu peux nous dire quelques mots sur ce rôle d'ouvreur pour Seb justement? J'ai jamais été à la retraite. J'ai toujours été chez Citroën et j'ai toujours bossé chez Citroën. Mais quand Seb est parti de chez Citroën, j'avais envie de partir avec lui. On avait fait un petit bout de carrière ensemble et ça se passe super bien et on passe vraiment de bons moments et on mange des bonnes côtes de bœuf, on boit du bon pinard j'apprécie cette vie-là et avec Seb ça se passe super bien et voilà, et dans l'équipe ça se passe super bien aussi. On a retrouvé une belle famille aussi, on est parti de chez Citroën où avec Guy ça se passait super bien, c'était une belle famille et avec André Adamo ça se passe super bien et Seb est adorable, Daniel est adorable, voilà. On a changé tous les 3 de femmes, donc tout va bien, quoi. Bon, toi aussi, tu arrives à trouver des liens. Hein. Non, on l'avait pas trouvé. Bon, Ben, toi aussi, tu es revenu un petit peu dans l'actualité du rallye ces 2-3 dernières années avec cette Legacy là en VHC. Enfin, c'est un bruit magnifique. Hein, ça pourrait rentrer même dans la symphonie des Kit Car, tellement c'est beau à entendre. Parle-nous un petit peu là de ce montage. Je crois que maintenant, vous arrivez à la fiabiliser un petit peu et on va te revoir régulièrement, c'est ça? Exactement. On s'est fait plaisir avec Gilles, mon copilote, en faisant l'acquisition de cette voiture. Alors, elle est tellement moche que je la trouve ravissante. Elle a été taillée à la serpette. Les ingénieurs à l'époque se faisaient vraiment pas chier pour faire des découpes et des designs de voitures. Mais en tout cas, effectivement, elle a un bruit qui est fabuleux. Ce moteur à plat, là, ce 4 cylindres à plat turbo est remarquable. On a essuyé quelques déboires. On est un peu précurseur sur ce type de voiture. On a essuyé quelques déboires, effectivement, mais ça fait partie du jeu et ça fait partie du développement. Et aujourd'hui, moi, j'y prends vraiment un gros plaisir. C'est vivant, c'est brutal, c'est une grille en H.
on n'embraye pas au passage de rapport, ni en montée ni en descente. C'est très violent. Moi, j'adore ça. Je prends un pied incroyable et puis j'ai envie de faire 2-3 courses, les courses que j'aime bien. J'aimerais bien peut-être en VH faire un tour de Corse. Je crois que ça fait partie des plus belles courses, donc on va regarder ça gentiment avec Gilou. Ok, merci beaucoup. Ben, je voudrais un jour en avance te souhaiter un joyeux anniversaire. Je sais que tu as 47 ans demain, si je ne me trompe pas. Donc voilà. Ah oui, merde. Ah ouais. Merci, ouais. Bon, les gars, la prochaine émission, on l'a fait à l'EHPAD. Hein. Là, on s'est amusé l'autre jour avec les 4 jeunes. Combien de points ont permis, là, tu as, Patou? Moi, 12. Ouais. Ma mère en a moins. Hein. Ma mère en a un peu moins. Moi, j'en ai 12. Benoît, toi aussi, tu as réussi à en racheter quelques-uns ailleurs? Ah, moi, je suis toujours border. Moi, ça fait des années que je suis limite. Et en plus, je roule en moto. Et j'ai une 1290 R, là, une Super Duke. Et ça aide pas. Hein. Ça aide pas à garder 6 points. Ouais. Pascal? Moi, c'est pareil. Je suis limite chaque année. J'en reprends, mais j'en perds rapidement, quoi. Donc, je suis borderline, pareil. Je suis limite. Ouais. Bon, Seb, tu as un permis peut-être suisse aussi ou quelque chose, non? Ou tu es dans la réglementation française? J'ai un permis suisse. Donc, il n'y a pas de points. Par contre, en Suisse, il faut faire gaffe quand même. Ah oui. C'est pas faux. Ok, bon, un grand merci, messieurs. On n'a jamais fait une émission aussi longue, 1h46 d'émission, mais c'était juste magique de revivre toutes ces émotions année par année. On a pris un plaisir incroyable et je pense que ça a été le cas. Tous les retours sur les réseaux sociaux sont excellents. Vous nous avez fait clairement rêver. On a revécu des périodes de rêve. Le rendez-vous lancé par Seb, je pense, va faire rêver des gens là, de vous retrouver sur un rallye. Je pense que là, on va pas vous lâcher. Hein. Pas nous, mais les gens vont pas vous lâcher. Donc, un grand merci à vous 4. Merci Eric pour cette émission. Un grand merci à toute l'équipe technique. Demain, on se retrouve pour une émission spéciale VHC. Justement, Benoît, si ça t'intéresse, demain, on parlera VHC. Ça sera avec Eric. Tu peux revenir pour ton anniversaire, du coup. C'est cool. Et samedi, on aura une émission aussi assez exceptionnelle. Je crois qu'Eric, tu peux en dire 2 mots rapidement, mais c'est pareil. On va revivre, je pense, des grands moments. On a tout simplement Denis Giraudet et probablement Julien Ingracia, donc ils vont pouvoir nous parler là aussi, nous faire un 100% anecdote et je crois là il y a des histoires à raconter aussi. Hein. Et Denis, vous allez le voir à l'EHPAD ou vous faites comment? Oui, on a le bon d'entrée. Voilà, donc ça sera pour samedi. On en profite rapidement aujourd'hui pour annoncer exceptionnellement la dernière épisode de Confine Live. Ça sera vendredi 8 mai et ça sera à 20h30. Ça sera en prime time, entre guillemets, où il y aura de très nombreux invités, plein de surprises, des nombreux lots à gagner. Voilà, ça sera un rendez-vous. Notez-le dès maintenant. Ça sera vendredi 8 mai à partir de 20h30. C'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci encore, messieurs, à vous 4. Ciao, merci. Bonne fin de journée et puis à bientôt. Au revoir. Allez, bon appétit. Ciao.